Bonne nuit. De quel pays et à quelle heure écoutez-vous ceci? Nous sommes en l'an 47, avant l'ère commune, et vous êtes à Alexandrie. La brise chaude de la Méditerranée ne parvient plus à s'infiltrer par les fentes des fenêtres, et la ville, au dehors, a plongé dans le genre de silence que seule la nuit profonde connaît. Mais votre voyage ne fait que commencer. Vous vous tenez dans le grand atrium de la bibliothèque. L'air est dense, lourd de l'odeur de milliers de rouleaux de papyrus, un arôme sec et doucereux, qui se mêle à la poussière ancienne et à l'huile de cèdre utilisée pour préserver le savoir du monde. La seule lumière vient de la lune, qui déverse des faisceaux argentés à travers le toit de verre, dessinant des formes géométriques sur le sol en marbre poli. Vos pieds nus sentent la fraîcheur de la pierre, une fraîcheur qui semble monter le long de votre corps, apaisant la chaleur du jour. Votre routine nocturne relaxante est toujours la même. Une promenade solitaire dans les couloirs labyrinthiques, vérifiant que chaque rouleau est bien à sa place, qu'aucune bougie n'a été laissée allumée par un lecteur pressé. C'est un rituel qui apporte calme et sérénité à votre esprit, un dialogue silencieux avec l'histoire. Vous vous sentez moins comme un garde et plus comme un gardien, le protecteur d'un océan de pensées humaines. Vous avancez dans le couloir des philosophes, où les ombres semblent plus longues et les bustes de marbre observent votre passage de leurs yeux, vides. Votre main glisse doucement sur le bois d'une étagère, sentant la texture lisse et le travail des artisans. Tout est en parfait ordre. La paix intérieure que vous recherchez en ce lieu semble emplir chaque recoin. Puis, en tournant dans une alcôve plus sombre, votre épaule heurte quelque chose que vous n'aviez pas vu. Une petite lampe en bronze laissée sur un pupitre de lecture. Elle oscille un instant qui semble une éternité, suspendue entre l'équilibre et la chute. Et puis, elle cède. Le son du bronze heurtant la pierre n'est pas un fracas. C'est une note aiguë, claire et métallique, qui fend le silence comme une lame. Le bruit voyage, résonnant à travers les immenses galeries, ricochant sur les murs lointains et revenant vers vous en vagues de plus en plus faibles. Votre cœur s'accélère, non par sursaut, mais par révérence brisée. Vous vous sentez comme un intrus dans votre propre sanctuaire. Vous vous baissez, ramassez la lampe. Elle est intacte. Le silence qui s'installe. Après, l'écho est encore plus profond, plus absolu qu'auparavant. Vous remettez l'objet à sa place, avec un soin redoublé. Vous réalisez que la véritable tranquillité n'est pas l'absence de son, mais la capacité de retrouver son centre, même après un bruit inattendu. L'esprit, concluez-vous, ressemble beaucoup à cet endroit. Vaste, silencieux et rempli de trésors, mais une seule négligence peut résonner pendant très, très longtemps. L'écho de la lampe s'est dissipé, et vous continuez votre ronde, pénétrant maintenant au cœur de la bibliothèque, où l'accès est restreint. Ici, l'odeur de papyrus est encore plus forte, presque comme un parfum vivant. La lumière de votre petite lanterne à huile danse sur les murs, révélant des étagères qui vont du sol au plafond, remplies de rouleaux parfaitement alignés, chacun avec son étiquette d'argile suspendue. Vous êtes dans les archives des poètes et des dramaturges, un lieu qui conserve autant la comédie que la tragédie de l'âme humaine. Vous passez vos doigts sur le dos d'un des rouleaux. La texture est sèche, fragile, presque cassante. Vous sentez le poids de la responsabilité entre vos mains, la nécessité de protéger ces voies du temps et de l'humidité. C'est une routine nocturne qui exige de la concentration, une danse silencieuse pour maintenir l'ordre et assurer la survie de cet héritage. Votre esprit, autrefois agité, trouve un rythme tranquille dans ce travail méthodique. C'est alors que vous le remarquez. Ce n'est pas un son, mais une sensation. Un courant d'air froid et subtil qui effleure votre nuque. Il ne devrait pas y avoir de courant d'air ici. Ce secteur est scellé précisément pour contrôler l'atmosphère et préserver les écrits les plus délicats. Vous vous arrêtez, immobile, essayant de sentir la direction du vent. C'est un souffle presque imperceptible mais persistant. Fermant les yeux, vous vous concentrez sur un autre sens. L'ouïe. Et le voilà. Un murmure très bas, le son de 1000 feuilles sèches, chuchotant, les unes contre les autres. C'est le son des papyrus, endormis, perturbés par cette brise clandestine. C'est un ASMR historique, un son que personne d'autre au monde n'entendrait. Le son de la fragilité de la connaissance. Un frisson parcourt votre échine, non pas de peur, mais d'urgence. Vous suivez le son et la sensation de froid en vous déplaçant avec soin entre les étagères. La lanterne projette votre ombre géante sur les murs, vous faisant ressembler à un titan marchant dans un monde de géants endormis.
Finalement, vous trouvez la source. Derrière une haute étagère, une petite lucarne utilisée pour la ventilation pendant la journée a été laissée entr'ouverte, une faille minuscule aux conséquences potentiellement énormes. Avec un effort silencieux, vous montez sur un tabouret en bois et poussez le loquet de bronze, scellant l'ouverture. Le murmure cesse instantanément. Le silence qui revient est absolu, complet. La paix intérieure est restaurée. Vous réalisez que votre travail ne consiste pas seulement à organiser et à ranger. C'est d'écouter ce qui ne va pas, de sentir la perturbation dans le silence. C'est de protéger le sommeil fragile de siècles de sagesse, en s'assurant qu'il puisse en continuer à rêver en paix. Votre ronde nocturne vous conduit vers une aile moins fréquentée, le répertoire de la médecine et des sciences naturelles. Ici, l'air change. Vous inspirez profondément, et l'odeur familière du papyrus et du bois de cèdre se mêle à quelque chose d'autre. Il y a un fond terreux, un arôme d'herbes séchées, de minéraux et de résines qui ont passé des siècles enfermés dans des pots d'argile. C'est l'odeur de la terre elle-même, du corps et de ses mystères gardés en silence. Dans ce secteur, votre travail est plus délicat. Vous ne vérifiez pas seulement l'ordre des rouleaux, mais aussi l'intégrité des récipients qui les accompagnent. Du bout des doigts, vous touchez les seaux de cire sur de petits pots, vous assurant que rien ne se perde ou ne contamine l'environnement. La lumière de votre lanterne révèle des étiquettes avec des noms de plantes et de substances que vous peinez à déchiffrer. C'est une tâche qui apaise l'esprit, un exercice de présence qui vous ancre dans l'ici et maintenant, loin de toute anxiété. Puis, votre nez capte une note dissonante dans cette symphonie olfactive. C'est un arôme étrange, doux et floral, qui n'appartient pas à ce lieu. Ce n'est l'odeur d'aucune herbe médicinale que vous connaissiez. Cela ressemble plutôt au parfum d'un jardin à midi, une fragrance envahissante qui brise l'harmonie sèche et ancienne du couloir. Votre paix intérieure est momentanément ébranlée par la curiosité et par une légère appréhension. D'où vient cette odeur ? Vous commencez à suivre la fragrance, vous déplaçant avec la lenteur d'un chasseur. L'arôme devient plus fort près d'une table d'études isolée, cachée derrière une étagère d'anatomie. Sur la table, vous trouvez la source. Un petit flacon de verre, sans bouchon. Ah ! Renversez une goutte d'huile parfumée sur le bois. À côté, un rouleau de papyrus sur la botanique a été laissé ouvert, ses fibres délicates absorbant dangereusement l'arôme et l'humidité. Vous agissez avec précision. D'abord, vous déplacez le rouleau dans un endroit sec, loin du danger. Ensuite, avec un chiffon propre, vous absorbez l'huile renversée, son odeur forte imprégnant le tissu. Enfin, vous bouchez le flacon et le placez dans une boîte d'objets à rendre à leur propriétaire le matin. L'odeur de cèdre, de papyrus et de poussière ancienne reprend lentement son emprise sur l'air, restaurant le calme et la sérénité de l'atmosphère. Tandis que le parfum indésirable se dissipe, vous réfléchissez. Certains dangers ne font pas de bruit et ne renversent rien. Ils arrivent en silence, déguisés en quelque chose d'agréable et menacent de tout contaminer de l'intérieur. Protéger ce lieu, vous comprenez ? C'est aussi un acte de protection de votre propre esprit, le gardant libre des distractions douces et parfumées qui pourraient vous détourner de ce qui est vraiment essentiel. Une fois l'énigme du puits de lumière et du flacon de parfum résolue, vous poursuivez votre chemin à travers les couloirs silencieux. Votre seule compagnie est la flamme solitaire de votre lanterne à huile. La lumière projette votre ombre sur les murs, une silhouette allongée et silencieuse qui se déplace avec vous. Les étagères et les bustes de marbre créent d'autres ombres, qui s'étirent et se rétrécissent dans une danse constante et familière. C'est un ballet de lumière et d'obscurité qui vous a toujours apporté une sensation de calme et de sérénité. Mais cette nuit, la danse est différente. Vous entrez dans la grande salle de cartographie, où les cartes du monde connues et inconnues sont conservées. En levant la lanterne pour éclairer le chemin, vous percevez un mouvement du coin de l'œil. Une ombre, sombre et difforme, semble se tordre sur le mur lointain, indépendante de la vôtre. Elle se meut avec une fluidité qui n'est pas naturelle, comme de la fumée ou de l'eau sombre. Votre cœur ne s'emballe pas, mais adopte un rythme plus lent et pesant. Vous cessez de marcher, retenant votre souffle pour mieux écouter. Rien. Juste le silence absolu de la bibliothèque. Vous levez la lanterne un peu plus haut, et l'ombre étrange semble reculer, se cachant derrière la projection d'une étagère massive. Un frisson parcourt vos bras, une sensation que votre paix intérieure a été violée par une présence invisible. D'un pas délibéré et silencieux, vous avancez en direction du mur. Votre propre ombre se projette devant vous,
tel un géant s'approchant du mystère. À chaque pas, la tension monte. Votre esprit, d'ordinaire si calme, s'empresse de trouver une explication logique. Mais l'obscurité n'offre que des possibilités inquiétantes. Vous ne ressentez pas de peur, mais une curiosité profonde et concentrée. Finalement, vous vous approchez suffisamment. La lumière de votre lanterne révèle la source de la perturbation. Ce n'est ni un intrus, ni un spectre. C'est une grande carte de la côte de Nubie, peinte sur un large morceau de cuir épais et suspendu pour sécher. Un subtil courant d'air, venant d'une grille d'aération en hauteur, fait doucement onduler le cuir. La flamme de votre lanterne, vacillant en réponse à ce même courant d'air, transforme cette petite ondulation en une danse d'ombre vivante et effrayante sur le mur. Vous tendez la main et touchez le bord de la carte, stoppant son mouvement. L'ombre sur le mur s'immobilise, devenant une forme statique et sans vie. Le soulagement parcourt votre corps comme une vague chaude, détendant les muscles que vous n'aviez même pas remarqué être tendus. Vous restez là un instant, observant la lumière et l'ombre en équilibre. L'esprit, pensez-vous, est comme cette flamme solitaire. Dans un environnement calme, elle éclaire le chemin. Mais il suffit d'une petite perturbation, d'un souffle d'incertitude, pour qu'elle transforme le connu en quelque chose de méconnaissable et de menaçant. Votre ronde vous mène maintenant dans les profondeurs de la bibliothèque, jusqu'à la section des lois et décrets. Ici, l'ordre est absolu. Les rouleaux sont plus grands, plus lourds, et l'air semble porter un poids de solennité. Tout à sa place précise, une représentation physique de l'ordre que les hommes cherchent à imposer au monde. Votre routine nocturne relaxante dans ce secteur est presque un miroir de son contenu. Méthodique, prévisible et profondément rassurante. Vous glissez la main sur la surface lisse des étagères en cèdre, vos doigts effleurant légèrement les étiquettes d'argile suspendues au rouleau. C'est un geste familier, un contact qui réaffirme la normalité et le calme de la nuit. Votre esprit, libre de toute préoccupation, se concentre uniquement sur cette tâche simple, trouvant une paix intérieure dans le rythme constant de votre travail. C'est alors que votre main s'arrête. Entre deux, imposant rouleau de décret ptolémaïque, il y a quelque chose qui ne devrait pas être là. Un petit rouleau sans étiquette, glissé négligemment dans l'espace étroit. Avant même de bien le voir, vous le sentez. Vos doigts touchent le bord du papyrus, et la sensation est immédiate et étrange. Ce n'est pas la surface polie et lisse des rouleaux officiels. C'est un contact rêche, granuleux, presque fibreux. La surprise brise votre sérénité. Vous tirez le rouleau avec soin. Il est léger, fait d'un papyrus de qualité inférieure, et ne possède ni le sceau d'argile de la bibliothèque, ni le tampon de catalogage. C'est un texte clandestin, un papyrus interdit. Votre cœur s'accélère, mais pas de peur. C'est la pulsation de la curiosité, la tentation de l'inconnu. Qu'y avait-il décrit là, de si important pour être caché, mais si mal fini? Pendant un instant, vous ressentez le désir de le dérouler là, sous la lumière vacillante de votre lanterne. Lire la première ligne, goûter à la connaissance que quelqu'un a tenté de dissimuler. Mais votre discipline est plus forte, ce lieu a des règles, et elles existent pour protéger non seulement les rouleaux, mais aussi l'esprit de ceux qui les lisent. Une connaissance hors contexte peut être aussi dangereuse qu'un poison. Avec le contact rêche du papyrus picotant encore sur vos doigts, vous le tenez fermement. Votre mission n'est pas de juger le contenu, mais de restaurer l'ordre. Vous l'emporterez dans la chambre des objets non catalogués, où il sera analysé par les scribes supérieurs à l'aube. Vous réalisez que certaines idées sont comme des pierres brutes. Elles sont rêches, inconfortables au toucher, et peuvent blesser des mains non préparées. Peut-être que la sagesse ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances, mais à comprendre quand et comment les manipuler. Avec le papyrus clandestin dans votre main, vous reprenez votre marche. Mais quelque chose a changé. Votre routine nocturne, autrefois source de calme et de sérénité, est maintenant chargée d'une nouvelle énergie. Le petit rouleau n'est pas lourd, mais vous sentez le poids du secret qu'il renferme. C'est une pression qui commence dans votre main et monte le long de votre bras, s'installant comme une tension inconfortable dans vos épaules et votre nuque. Vos pas, autrefois légers et fluides sur le marbre froid, semblent maintenant plus délibérés, plus lourds. Vous traversez la salle principale, maintenant une vaste mer d'ombres et de silence. Chaque colonne ressemble à un gardien. Chaque buste de philosophe semble vous observer avec un jugement silencieux. L'air, qui n'était autrefois que dense de l'odeur de l'histoire, semble maintenant épais de la possibilité d'être découvert.
Votre esprit, autrefois tranquille, est maintenant en alerte maximale, attentif aux moindres sons ou mouvements qui pourraient briser la quiétude de la nuit. Et puis, vous le voyez. À l'extrémité opposée de la salle, une autre lanterne projette une faible lueur. C'est l'un des scribes les plus âgés, un homme connu pour sa sévérité et son dévouement absolu aux règles. Il vous tourne le dos, examinant un rouleau sur une table de lecture. Vous vous figez sur place, le cœur battant un rythme sourd contre vos côtes. Le poids sur vos épaules semble s'intensifier. Pendant un long moment, vous restez immobile, retenant presque votre souffle. Puis, comme s'il sentait votre présence, l'homme tourne lentement la tête dans votre direction. La distance est grande et la lumière est faible. Son visage n'est qu'une tache pâle dans l'obscurité. Son regard balaye la salle et pendant une fraction de seconde semble se poser directement sur vous. Vous serrez plus fort le papyrus interdit, son contact rugueux servant d'encre à votre anxiété croissante. Après une éternité qui ne dure que quelques secondes, il se retourne vers sa table, indifférent. Vous relâchez l'air que vous ne saviez même pas retenir. La tension dans vos épaules diminue un peu, mais ne disparaît pas. Vous vous hâtez, prenant un couloir latéral pour atteindre plus rapidement votre destination, la salle de quarantaine. En déposant le rouleau dans une boîte en bois destinée aux trouvailles irrégulières, vous sentez le poids quitter votre corps d'un seul coup. Vos épaules se détendent, votre respiration s'approfondit. Vous réalisez qu'un secret ne pèse pas seulement sur l'esprit, il a un poids physique, une force qui altère votre posture, votre respiration, la manière dont vous occupez l'espace. Lâcher prise n'est pas seulement un acte mental, c'est une libération que tout votre corps ressent. Après vous être libéré du poids du secret, vous avez besoin d'un moment pour respirer. Votre routine nocturne vous mène hors des couloirs clos, vers l'une des cours intérieures de la bibliothèque. Une oasis d'air frais sous le ciel étoilé d'Égypte. Ici, l'odeur dense du papyrus et de la poussière ancienne se dissipe, remplacée par le parfum de la terre humide et des fleurs qui n'éclosent que pour la lune. C'est votre refuge, un lieu de calme et de sérénité pour apaiser l'esprit. Et c'est ici que vous entendez un son distinct qui brise le silence sans le perturber. C'est un goutte à goutte lent et méthodique. Ploc, ploc. Chaque goutte semble avoir son propre poids, sa propre note de musique, tombant avec une précision qui apaise. C'est un son hypnotique, un de ces sons pour dormir que la nature elle-même compose. Et pour un instant, vous vous y abandonnez, sentant l'anxiété de la journée se dissoudre. Mais alors, votre esprit entraîné perçoit une incohérence. Le son est réel, mais son origine est un mystère. La petite fontaine au centre de la cour est éteinte, comme tous les soirs, pour économiser la précieuse eau du Nil. Ce goutte à goutte vient d'ailleurs d'un coin plus sombre près du mur nord. Votre paix intérieure cède la place à une curiosité douce, mais insistante. Vous marchez en direction du son, vos pieds nus sentant la fraîcheur des dalles de pierre. La lumière de la lune crée un jeu de lumière et d'ombre, transformant les plantes et les bancs en silhouettes mystérieuses. Le son devient plus clair à chaque pas. Il n'y a aucun signe de fuite ou de problème quelconque. Qu'est-ce que cela pourrait bien être ? Finalement, vous trouvez la source. Ce n'est pas un défaut, mais un miracle discret. Une plante exotique, fraîchement rapportée d'une terre lointaine, exhibe des feuilles énormes et lustrées. La rosée de la nuit, l'humidité que la brise marine transporte, se condense à la surface de l'une de ses feuilles. Lentement, l'eau s'accumule à son extrémité, formant une goutte lourde et parfaite qui, en se détachant, tombe sur une pierre lisse placée juste en dessous. Ploc. Vous vous approchez et tendez la main, interceptant la goutte suivante. L'eau est glacée sur votre peau. Vous observez le processus se répéter. La goutte qui se forme prend du poids et tombe. La tension dans vos épaules se dissipe complètement. Le son, qui était une énigme, est maintenant la preuve d'un cycle naturel et silencieux. Vous réalisez que l'esprit se hâte souvent de créer des inquiétudes à partir de l'inconnu. Un simple son déplacé peut sembler être un problème. Mais la vérité, le plus souvent, est plus simple et bien plus belle. La véritable tranquillité n'est pas de vivre sans question, mais d'avoir la patience de trouver les réponses. Sentant encore la fraîcheur de la cour sur votre peau, vous retournez dans les couloirs de la bibliothèque. L'air à l'intérieur, en contraste, semble avoir un poids différent. Vous sentez une légère humidité collée à votre tunique, un contact poisseux et familier.
C'est le souffle persistant de la Méditerranée, un ennemi silencieux qui ne se repose jamais. Votre routine nocturne relaxante se transforme maintenant en une lutte silencieuse, une veille contre la lente avancée de l'humidité nocturne. Vous vous dirigez vers l'une des ailes les plus vulnérables, celle qui abrite les textes de mathématiques et d'astronomie, dont les délicats diagrammes sont particulièrement sensibles à la moisissure. Ici, votre tâche n'est pas une simple inspection, mais un entretien actif. Vous ouvrez une armoire murale, et l'odeur du papyrus se mêle à l'arôme sec et minéral des sacs de charbon et de sel, les gardiens silencieux contre l'humidité. Votre paix intérieure vient de l'action, du travail manuel qui protège ce trésor. Votre main trouve l'un des sacs en lin. Il est lourd et humide, au toucher presque froid. Il a rempli sa fonction, absorbant l'humidité qui aurait pu s'installer dans les fibres des papyrus. Vous le retirez avec soin et le remplacez par un nouveau, léger et sec, qui émet un bruit de sable lorsqu'il est mis en place. C'est un petit geste, mais qui représente une victoire temporaire dans cette guerre constante. Vous passez les doigts sur le mur de pierre derrière l'étagère, sentant sa température froide, mais cherchant toute trace de condensation. Il est sec. Un soulagement subtil parcourt votre corps. En vérifiant les rouleaux voisins, cependant, vous remarquez quelque chose. L'un d'eux, un traité sur les phases de la Lune, a son enveloppe de cuir un peu durcie, les bords légèrement courbés vers l'extérieur. Un signe que l'humidité est déjà passée par là. Vous le retirez de l'étagère. Le cuir est rigide sous vos doigts. Ce n'est pas un dommage irréparable, mais c'est un rappel physique de la fragilité de tout ce qui vous entoure. Le calme et la sérénité cèdent la place à une concentration aiguë, une détermination renouvelée. Vous mettez le rouleau de côté, sur un plateau spécifique pour les textes qui nécessitent l'attention des restaurateurs. Le simple fait de le séparer ramène déjà une sensation de contrôle. Vous finissez de changer les autres sacs, sentant les muscles de vos bras fatigués par l'effort. L'air semble plus léger, la menace contenue pour une nuit de plus. Vous réalisez que préserver la mémoire n'est pas un acte passif. C'est une bataille quotidienne, souvent invisible, contre le temps et les éléments. Garder l'esprit tranquille ne signifie pas ignorer les menaces, mais les affronter avec persistance et soin, un sac de sel à la fois. Votre ronde est presque terminée. Vous vous trouvez maintenant dans la section d'histoire et de chroniques de voyage, un labyrinthe de récits de mondes lointains et de temps passés. La nuit avance, et la fatigue commence à peser sur vos épaules. Vous bâillez, et le geste résonne, doucement dans le couloir vide. C'est le moment où votre garde peut baisser, où la routine nocturne relaxante peut devenir simplement une routine. Vous passez devant une rangée de rouleaux qui narrent les conquêtes de terres lointaines, votre lanterne faisant glisser sa lumière sur les étiquettes d'argile. Tout semble en ordre. Mais, en baissant la lanterne, une lueur minuscule et anormale vous renvoie la lumière. C'est un petit point d'une fine poudre dorée sur le sol de marbre sombre, presque invisible. On dirait de la sciure, mais vous savez que ce n'est pas le cas. Vous vous accroupissez, approchant votre visage du sol. La poudre forme une piste presque imperceptible, menant de la base d'une étagère à un coin sombre. Votre cœur se serre un peu. Vous savez ce que cela signifie. C'est la trace laissée par un xylophage, un petit insecte qui se nourrit de papyrus et de bois. Un seul insecte indésirable peut compromettre un rouleau entier, transformant la connaissance en poussière. Le calme et la sérénité se transforment en une chasse silencieuse. Votre paix intérieure cède la place à un état d'alerte totale. C'est une menace plus insidieuse que l'humidité ou un papyrus interdit. C'est une menace vivante qui se multiplie et consume l'histoire de l'intérieur. Vous prenez un petit pinceau et une pelle de votre kit d'entretien et commencez à suivre la piste, nettoyant la poussière au fur et à mesure, déterminé à trouver la source. La piste vous mène à un rouleau spécifique, un récit détaillé de la flore et de la faune de l'Inde. Il semble intact de l'extérieur, mais la poudre dorée s'accumule à sa base. Avec un soin extrême, vous le retirez de l'étagère. Vous pouvez sentir une légèreté anormale, comme si une partie de son intérieur s'était déjà évaporée. Un sentiment d'urgence vous envahit. Vous ne l'ouvrez pas. Cela propagerait le problème. Au lieu de cela, vous le placez délicatement dans un sac en lin épais, en nouant fermement l'ouverture. Demain, ce sac sera emmené à la chambre de fumigation, où la chaleur contrôlée éliminera le parasite sans endommager ce qui reste du texte. Votre action est rapide et précise, un mouvement entraîné pour contenir les dégâts.
Alors que vous tenez le sac, le poids de ce qui a failli être perdu vous frappe. Certaines menaces ne sont pas grandes ou bruyantes. Elles sont petites, persistantes et travaillant dans l'obscurité, consommant ce qui est précieux peu à peu. La vigilance, vous le comprenez, ne consiste pas seulement à regarder l'ensemble, mais à être attentif aux plus petits détails, car c'est en eux que se décide le destin des grandes choses. Le rouleau infesté étant dûment isolé, votre mission de confinement n'est pas encore terminée. La découverte d'un problème exige une réponse complète. Vous retournez à l'étagère d'où vous avez retiré le rouleau, et, à la lumière de votre lanterne, vous commencez une inspection minutieuse des voisins. Vos doigts, désormais instruments de diagnostic, palpent chaque enveloppe de cuir, chaque bord de papyrus. Vos mains patientes sont la première ligne de défense du savoir. Votre toucher est léger, mais ferme. Vous recherchez la même légèreté anormale, la texture creuse qui trahit la présence de l'envahisseur. Un par un, vous vérifiez les rouleaux environnants, récits d'expéditions au cœur de l'Afrique, description des marées du grand océan, chroniques de dynasties oubliées. Le calme et la sérénité reviennent progressivement, non par l'absence de problèmes, mais par la confiance en votre propre méthode. Cette partie de votre routine nocturne relaxante est presque une méditation, une quête ciblée qui apaise l'esprit. Vos doigts s'arrêtent sur un autre rouleau. Il ne semble pas creux, mais son enveloppe de cuir présente une petite perforation, un trou presque parfait, comme fait par une fine aiguille. Vos yeux se rapprochent, et vous voyez une minuscule traînée de poudre dorée s'échappant du petit trou. Le fléau s'est propagé. Votre paix intérieure est de nouveau mise à l'épreuve, mais cette fois, l'anxiété n'a pas sa place. Il y a seulement la tâche à accomplir. Vous retirez ce second rouleau avec le même soin, la même précision. Il rejoint le premier, destiné à la chambre de traitement. Et puis vous continuez, inspectant chaque centimètre de l'étagère, chaque rouleau voisin, chaque fente dans le bois de cèdre. Vous utilisez votre pinceau pour nettoyer toute trace de poussière, vous assurant que la menace est complètement éradiquée de cette petite section de l'univers. Lorsque vous terminez, vous reculez et observez votre travail. L'étagère est propre, les rouleaux restants sont en sécurité, l'air semble plus pur. Vous ressentez la fatigue familière dans les muscles du dos et des mains, mais c'est une bonne fatigue, le résultat d'un travail qui a du sens. La défense du savoir ne se fait pas par des discours ou de grands gestes, mais par des actions petites et répétitives, avec des mains patientes qui refusent de laisser le temps et la négligence l'emporter. Vous comprenez, cette nuit, que la préservation est un acte de résistance, non pas contre un ennemi grandiose, mais contre l'entropie, contre la tendance naturelle des choses à se défaire et à tomber en poussière. Et cette résistance n'exige pas de force brute, mais de l'attention, de la patience et la croyance inébranlable que chaque petit geste compte. Votre longue nuit de veille touche à sa fin. Le ciel, aperçu par les plus hautes fenêtres, commence à se teinter d'un bleu profond, annonçant l'approche de l'aurore. La fatigue est bien réelle, mais votre dernière tâche de la nuit n'est pas une de surveillance, mais bien de création. Vous vous dirigez vers le scriptorium, la salle des scribes, où le savoir n'est pas seulement conservé, mais où il naît également. En entrant, un nouvel arôme domine l'atmosphère, se superposant à l'odeur de papyrus ancien. C'est l'odeur métallique et terreuse de l'encre fraîche, faite de suie, de gomme et d'eau. C'est une odeur de potentiel, de pages blanches, sur le point d'être remplies. Cet arôme a toujours eu sur vous un effet apaisant, un rappel que l'histoire ne se trouve pas seulement dans le passé, mais qu'elle s'écrit à chaque instant. Vous vous asseyez à votre table de travail attitrée. Sur celle-ci, un rouleau de papyrus vierge attend, sa surface pâle et lisse sous la lumière de votre lanterne. À vos côtés, un encrier en céramique et un calame fraîchement taillé. Votre tâche finale est de consigner les événements de la nuit dans votre journal de service. La lampe renversée, la lucarne ouverte, le flacon de parfum, le papyrus clandestin, l'humidité, les insectes. C'est votre modeste contribution à la grande mémoire du lieu. Vous plongez la pointe du calame dans l'encre. Le son qu'il produit en touchant le fond de l'encrier est un déclic doux et satisfaisant, un de ces sons pour dormir qui marquent le début d'un processus paisible. Vous commencez à écrire. Les caractères s'écoulent de votre main, transformant les événements chaotiques de la nuit en un récit ordonné. Le calme de l'écriture s'empare de vous, un processus qui organise non seulement l'histoire, mais aussi vos propres pensées.
L'anxiété et la tension que vous avez ressenties se dissolvent à chaque mot que vous formez. L'acte de nommer les problèmes, de décrire les solutions, leur ôte leur pouvoir. Ils cessent d'être des menaces fantomatiques pour devenir de simples éléments sur une liste. Votre esprit, auparavant occupé à réagir, est maintenant concentré sur le fait de consigner, de donner un sens. C'est la forme la plus pure d'atteindre la paix intérieure. Vous terminez d'écrire lorsque les premiers rayons de soleil touchent le sommet des plus hautes étagères, inondant la pièce d'une lumière dorée et douce. Vous enroulez votre récit et le placez dans le compartiment approprié. Vous réalisez que le travail le plus important n'est pas seulement de protéger ce qui a déjà été écrit, mais aussi de consigner le présent. C'est dans la transformation de l'expérience vécue en mémoire écrite que nous trouvons la véritable sérénité. Après tout, l'histoire n'est pas ce qui arrive, mais ce qui est raconté. Et cette nuit, vous en avez été le conteur. Bien que votre ronde de nuit soit officiellement terminée, vous ne vous sentez pas prêt à partir. Le soleil levant inonde le scriptorium d'une douce lumière, et la plupart des autres scribes ne sont pas encore arrivés. Vous vous accordez un dernier rituel, un acte personnel qui sert de véritable conclusion à votre nuit. Vous prenez un rouleau usé de la pile de textes à copier avant qu'ils ne se perdent à jamais. C'est un volume de philosophie, les mots d'un penseur qui a vécu des siècles avant vous. Vous déroulez le texte ancien avec un soin révérencieux. Les bords du papyrus sont fragiles, l'encre estompée par endroits. À côté, vous placez un rouleau de papyrus neuf et brillant. Votre tâche n'est pas une création, mais une réplication. C'est un travail d'humilité, votre main servant de pont entre le passé et l'avenir. Le calme et la sérénité que vous ressentez maintenant ne viennent pas de la nouveauté, mais de la continuité. Vous commencez à copier, votre main répliquant la sagesse d'autrui. Chaque lettre, chaque mot est formé avec une précision méditative. Vous n'êtes pas seulement en train de transcrire, vous êtes en train d'absorber. Les idées s'écoulent du texte ancien à travers vos yeux, vers votre esprit, puis se manifestent à nouveau par votre main. C'est un processus qui apaise l'esprit, réduisant au silence vos propres préoccupations et remplissant l'espace de la clarté d'un grand penseur. Le seul son dans la vaste salle est le doux grattement de votre calame sur la surface du papyrus. C'est un ASMR historique, le son de la préservation, le son du temps défié. Vous vous perdez dans le rythme de l'écriture, dans la danse de votre main sur la page. La tension qui restait dans votre corps s'évanouit. Votre respiration s'approfondit et vous entrez dans un état de flux où le temps semble s'arrêter. Un rayon de soleil plus intense atteint votre table, faisant briller l'encre fraîche. Vous vous arrêtez un instant, comparant le texte original avec votre copie. Les mots sont les mêmes, mais l'encre de votre version est sombre et vibrante, pleine de vie. Vous avez donné à ces idées anciennes un nouveau corps, une nouvelle chance d'être lue et comprise par une autre génération. Votre paix intérieure est complète. Vous réalisez que la sagesse n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose qui se transmet. Être un gardien du savoir, ce n'est pas seulement le protéger des menaces physiques, mais aussi s'assurer qu'il continue de respirer, de voyager à travers les mains et les esprits. Et dans cette transmission, vous trouvez votre raison d'être et votre repos. La copie du texte philosophique terminée, vous vous levez enfin pour quitter la bibliothèque. Le soleil est déjà plus haut, et l'activité de la journée commence à battre son plein à l'extérieur. Vous vous dirigez vers la sortie, et votre chemin vous fait passer une dernière fois par le couloir des philosophes. La lumière du matin entre par les hautes fenêtres, baignant les bustes de marbre d'une clarté douce qui révèle les détails que la nuit dissimule. Vos pas nus sur le marbre froid produisent un écho doux, un son familier qui marque la fin de votre voyage. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. En passant devant le buste de Platon, vous entendez un autre son, un second écho, qui ne correspond pas au vôtre. C'est un bruit de pas, plus lourd, chaussé, venant de quelque part derrière vous, à la même cadence que les vôtres. Vous vous arrêtez de marcher. L'écho de vos pas cesse, mais l'autre continue pendant 1 ou 2 instants, avant de se taire également. Votre cœur, qui était calme et serein, se met à battre un peu plus vite. Vous vous retournez lentement, vous attendant à voir l'un des autres bibliothécaires, mais le couloir est vide, seules les statues de marbre vous observent de leurs yeux de pierre. Une sensation d'étrangeté parcourt votre échine. Vous reprenez votre marche, cette fois plus lentement,
en prêtant attention à chaque son. Et le voilà de nouveau. Le bruit de pas qui n'est pas le vôtre, résonnant en synchronie avec le vôtre. Ce n'est pas menaçant, mais c'est profondément troublant. Une rupture dans l'ordre prévisible de votre monde. Votre esprit, tranquille, cherche une explication logique, mais n'en trouve aucune. Vous décidez de faire un test. Vous accélérez le pas, et les autres pas accélèrent avec vous. Vous vous arrêtez brusquement, et ils s'arrêtent aussi. L'anxiété commence à monter dans votre poitrine. Serait-ce la fatigue de la nuit qui joue des tours à votre oui? Ou y aurait-il une autre présence, invisible, marchant à vos côtés? Au bout du couloir, près de la grande porte de sortie, vous vous arrêtez une dernière fois et fermez les yeux, vous concentrant uniquement sur le son. Vous faites un pas, vous entendez votre écho, et puis, un instant plus tard, l'autre, et c'est là que vous comprenez. Le son ne vient pas de derrière, mais d'en haut. Vous ouvrez les yeux et levez le regard vers le plafond voûté. L'acoustique particulière de ce couloir, combinée à la position du soleil, crée un phénomène sonore. L'écho de vos pas frappe le plafond et revient avec un léger décalage et une tonalité différente, créant l'illusion d'une autre personne. Le soulagement est immédiat et profond, comme une plongée dans l'eau froide par une chaude journée. Vous vous souriez à vous-même. Le couloir, qui un instant avait paru hanté, redevient un simple couloir. Vous apprenez que, parfois, les fantômes qui nous hantent ne sont pas des présences réelles, mais simplement des échos de nous-mêmes, déformés par l'acoustique de nos propres esprits. Et que la meilleure façon de les dissiper est de s'arrêter, de regarder vers le haut, et de comprendre comment la lumière et le son jouent avec notre perception. Avec le mystère de l'écho résolu, vous ne vous sentez plus pressé de partir. La lumière du matin emplit maintenant le couloir des philosophes, et vous décidez de vous arrêter un instant. Vous vous asseyez sur un banc de pierre froid, un endroit parfait pour observer le jeu de lumière et d'ombre. La fatigue de la nuit s'est dissipée, remplacée par une clarté tranquille. Votre routine nocturne relaxante se prolonge dans ces premiers moments de la journée. Devant vous, les bustes de marbre semblent prendre vie sous la nouvelle lumière. Les traits de Socrate, le front plissé d'Aristote, le regard lointain d'Épicure. Ils ne sont plus de simples statues froides, ils semblent être des compagnons, silencieux. Vous penchez la tête, les observant comme si vous pouviez entamer une conversation. Votre esprit, maintenant calme et serein, est ouvert à entendre ce qu'ils ont à dire. Vous entamez un dialogue silencieux avec ces maîtres du passé. Non pas avec des mots, mais avec des pensées et des réflexions. Vous pensez aux défis de la nuit, la peur de l'inconnu, la tentation de la curiosité, la lutte contre la décadence. Et, en regardant chaque buste, vous trouvez une réponse silencieuse dans leur philosophie que vous avez si souvent étudiée. La quête de la vérité, l'importance de la logique, la valeur de la tranquillité de l'âme. C'est un exercice que vous faites souvent, une manière de lier votre travail pratique au dessein plus grand de ce lieu. Vous regardez le buste d'Héraclite et pensez à la façon dont tout s'écoule, comment la bibliothèque est dans un état de changement constant, menacée par l'humidité et les insectes. Vous regardez Zénon et réfléchissez à la discipline et à la maîtrise de soi nécessaires pour accomplir vos tâches nuit après nuit, sans faillir. La paix intérieure que vous recherchez est un reflet direct de ces enseignements. Un jeune acolyte passe en hâte dans le couloir, sa tunique bruissant, remarquant à peine votre présence. Il a l'énergie de la jeunesse, concentrée sur les tâches de la journée qui commence. Vous l'observez avec un sourire discret. Il n'a pas encore appris à s'arrêter et à écouter le silence. Il n'a pas encore découvert que les conversations les plus profondes en ce lieu n'ont pas lieu avec les vivants, mais avec les esprits immortels qui peuplent ces étagères et ces couloirs. Vous vous levez, vous sentant renouvelé. La lumière du soleil est maintenant forte et la bibliothèque est entièrement éveillée. Votre veille est terminée. En sortant dans l'air chaud d'Alexandrie, vous réalisez qu'être bibliothécaire n'est pas seulement un travail, c'est un dialogue continu. C'est être en conversation constante avec le passé, pour comprendre le présent et protéger l'avenir. Et les réponses les plus importantes ne sont pas toujours écrites sur les rouleaux de papyrus, mais gravées dans le silence qui les sépare. Votre périple nocturne vous mène cette fois dans l'une des salles d'études privées, réservées aux érudits les plus éminents qui visitent la bibliothèque. Ces salles sont plus confortables, ornées de tapis moelleux et de coussins. L'air y est différent,
moins chargé de l'odeur de la poussière ancienne et plus imprégné de l'arôme de la laine teinte et de l'huile parfumée qu'utilisent les riches mécènes. C'est une atmosphère qui invite à un calme et une sérénité plus terrestres. Votre tâche ici est simple. Vous assurez qu'aucun matériel n'a été laissé derrière et que les braises dans les petits chauffages en bronze sont complètement éteintes. Vous vous déplacez dans la pièce et l'épais tapis étouffe le son de vos pas. C'est un silence différent, plus velouté, qui aide à détendre l'esprit après la tension des couloirs principaux. Alors que vous vérifiez un chauffage, quelque chose frôle doucement votre jambe. C'est un contact léger, presque imperceptible. Vous vous retournez, vous attendant à trouver l'un des chats qui patrouillent à la bibliothèque, mais il n'y a rien. Vous continuez votre travail, mais quelques instants plus tard, vous sentez de nouveau le doux frôlement de la laine contre votre peau, cette fois sur votre bras. Un frisson parcourt votre corps, non pas de peur, mais de pure étrangeté. Vous regardez plus attentivement autour de vous dans la pièce. La lumière de votre lanterne danse sur les tissus et les meubles. Alors, vous le voyez, accroché au dossier d'une chaise en bois, sombre, il y a un châle en laine fine, d'une couleur pourpre profond, la couleur de la royauté. Il a été laissé là par l'un des érudits. Un léger courant d'air venant d'une fente dans la fenêtre fait bouger subtilement l'une de ses extrémités, se balançant dans l'air comme un lent pendule. C'est cela qui vous a touché. Vous vous approchez et prenez le châle. La laine est incroyablement douce et chaude au toucher. Clairement, un objet de grande valeur. Vous le pliez avec soin, le tissu glissant, doucement entre vos doigts. Le geste est apaisant, et la texture luxueuse apporte une sensation de confort. Votre paix intérieure, momentanément troublée par le contact fantôme, est restaurée par la beauté simple de l'objet. Vous posez le châle plié sur la table, où il sera facilement retrouvé le matin. Ce faisant, vous remarquez quelque chose coincé dans ses fibres, un unique cheveu, long et argenté. Un rappel que derrière chaque objet oublié, il y a une personne, une histoire. Le propriétaire de ce châle, probablement un noble ou un vieux philosophe, était ici, à cet endroit même, en quête de connaissances, tout comme tant d'autres. Vous réalisez que la bibliothèque n'est pas seulement un dépôt de textes, c'est un carrefour de vie, et votre travail ne consiste pas seulement à prendre soin des rouleaux de papyrus, mais aussi des petites traces que les gens laissent derrière eux, les pièces du puzzle qui composent l'humanité qui traverse ces couloirs. Après avoir quitté la confortable salle d'études, vous retournez dans le grand atrium. La nuit est à son point le plus profond et le plus froid. Vous sentez le froid qui monte du marbre de manière plus intense maintenant, un frisson qui pénètre la plante de vos pieds et semble s'infiltrer dans vos os. Vos dents claquent un instant. La fatigue de la longue veille rend votre corps plus sensible à la température, et un désir de chaleur devient votre seule pensée. Votre routine nocturne relaxante comprend un dernier arrêt, celui que vous gardez pour la fin comme une récompense. Vous vous dirigez vers une petite chambre latérale, connue comme le cœur chaud de la bibliothèque. C'est la salle où les pigments pour les encres sont moulus, et où le papyrus fraîchement fabriqué est laissé à sécher. Ici, par nécessité, une fournaise en argile est maintenue allumée jour et nuit, émanant une chaleur constante et douce. En ouvrant la lourde porte en bois, la chaleur vous enveloppe comme une étreinte. L'air est sec et parfumé par l'odeur des minéraux moulus et de la paille douce du papyrus. Vous vous approchez de la fournaise, sentant l'énergie rayonnante sur votre visage et vos mains. La lumière orangée qui s'échappe par une petite ouverture projette des ombres dansantes sur le mur, un spectacle hypnotique qui apaise l'esprit et le corps. Vous vous asseyez sur le sol en pierre chauffée, adossant votre dos au mur tiède. Le froid qui montait du marbre commence à reculer, remplacé par une sensation de confort profond et engourdissant. Vous fermez les yeux, vous abandonnant à l'instant, le seul son est le crépitement bas et constant du feu à l'intérieur de la fournaise, l'un des sons les plus primitifs pour s'endormir. Votre paix intérieure, autrefois une quête active, est maintenant un état d'être, simple et complet. Vous ne pensez ni au parchemin, ni aux règles, ni au danger. Votre esprit, enfin, est vide. C'est un état de pure sensation, où la chaleur sur la peau et le son du feu sont tout ce qui existe. L'anxiété ne peut prendre racine dans un corps si profondément détendu. Pendant quelques précieuses minutes, vous n'êtes ni un gardien, ni un bibliothécaire, vous êtes juste une personne cherchant et trouvant de la chaleur au milieu de la nuit froide. En vous levant, vous vous sentez rechargé,
comme si le feu avait brûlé non seulement le bois, mais aussi le résidu de tension dans vos muscles. Vous réalisez que, bien que l'esprit recherche la connaissance et l'ordre, le corps a des besoins plus simples. Et parfois, la sérénité la plus profonde ne vient pas d'une idée complexe ou d'un devoir accompli, mais du simple geste de trouver un endroit chaud pour se reposer du froid. Le corps réchauffé et l'esprit tranquille, vous décidez de faire une dernière ronde dans l'une des zones les plus anciennes de la bibliothèque, les archives des textes archaïques. C'est un lieu que peu de gens fréquentent, car les rouleaux ici sont écrits dans des langues que presque plus personne ne sait lire. L'air est lourd de l'odeur de poussière millénaire, et le silence semble avoir une qualité différente, plus profonde et révérencieuse. Vous marchez lentement, la lumière de votre lanterne révélant des étagères en bois sombre, presque noires, chargées de rouleaux fragiles et tachés par le temps. Certains sont enveloppés dans du lin, d'autres dans du cuir durci. Votre tâche ici est purement visuelle. Vérifiez si aucun rouleau n'est tombé ou ne s'est désintégré pendant la journée. C'est une partie de votre routine nocturne qui vous emplit toujours d'un sentiment d'humilité. Et c'est alors que vous entendez un son qui ne devrait pas être là. Ce n'est pas un son physique, comme un pas ou une chute. C'est un murmure, un filet de voix ténue, presque inaudible, venant du fond du couloir. La voix est basse, rythmée, et parle dans une cadence que vous ne reconnaissez pas. Votre sang se glace, le calme et la sérénité se brisent instantanément, remplacés par une appréhension primale. Vous vous arrêtez, retenant votre souffle. Le murmure continue, un chuchotement constant qui semble s'entrelacer avec les ombres. Il n'y a pas de peur dans votre cœur, mais une curiosité intense et une pointe d'anxiété. Vous avancez avec la prudence de celui qui marche en terre sacrée et inconnue. La lumière de votre lanterne tremble un peu dans votre main. Le son vous mène à une petite alcôve de lecture au bout du couloir. Et là, assis sur un banc bas, le dos tourné vers vous, se trouve un homme très âgé. Il porte la simple tunique d'un érudit résident, et ses cheveux blancs et fins semblent un halo sous la lumière de la lune qui filtre par une fissure. Il tient un ancien rouleau de papyrus dans ses mains tremblantes et lit à voix haute, mais pour lui-même. Le murmure est le son d'une langue oubliée, une langue morte depuis des siècles, que cet homme, peut-être le dernier à la connaître, refuse de laisser mourir. Vous restez paralysé, observant la scène. L'homme est complètement absorbé, inconscient de votre présence. Il n'enfreint aucune règle. Les érudits résidents ont la permission de rester après la tombée de la nuit. Mais l'intimité du moment vous fait vous sentir comme un intrus. Le son de cette langue ancienne, qui vous avait d'abord effrayé, vous emplit maintenant d'une émotion étrange, un mélange de mélancolie et d'admiration. Sans faire de bruit, vous reculez, laissant l'homme à son dialogue solitaire avec le passé. Votre paix intérieure revient, mais transformée. Vous comprenez que la bibliothèque garde plus que du savoir. Elle garde des voix. Et votre travail n'est pas seulement de protéger les contenants, les rouleaux de papyrus, mais aussi le silence nécessaire pour que les voix les plus fragiles et les plus anciennes puissent encore être entendues par ceux qui sont prêts à écouter. Après avoir laissé le vieil érudit à sa lecture solitaire, vous vous sentez poussé à rester un peu plus longtemps dans la section des textes archaïques. L'expérience vous a laissé une sensation différente, une connexion plus profonde avec la fragilité du savoir. Votre routine nocturne relaxante acquiert un nouveau but. Non seulement vérifier l'ordre, mais aussi sentir l'histoire qui y est contenue. Vous vous approchez d'une étagère qui n'avait jamais particulièrement attiré votre attention. Elle contient de petits rouleaux, presque tous non identifiés, provenant de civilisations depuis longtemps disparues. Vous passez lentement votre main sur eux, non pas pour vérifier leur intégrité, mais simplement pour sentir la texture du papyrus, du cuir, du lin. Chacun possède une énergie différente, un poids distinct d'époque. Puis, votre main s'arrête sur un rouleau en particulier. Il n'a rien de spécial. Il est petit, enveloppé dans un cuir sombre et lisse, mais en le touchant, vous ressentez une vibration subtile, une sorte de résonance qui semble parcourir votre main et remonter le long de votre bras. C'est une sensation qui défie la logique. Une intuition. Votre esprit tranquille, habituellement guidé par la raison, cède à cette impulsion inexplicable. Vous retirez le rouleau de l'étagère. Il est étonnamment lourd pour sa taille.
Vous l'emmenez à une table voisine et, sous la lumière de votre lanterne, vous en déroulez les premiers centimètres avec un soin extrême. Le papyrus est sombre, presque pétrifié, et l'écriture est différente de tout ce que vous avez jamais vu. Ce ne sont pas des hiéroglyphes, ni des cunéiformes, ni aucun alphabet connu. Ce sont des symboles circulaires, remplis de spirales et de points. Vous n'en comprenez pas un seul mot. Le texte est un mystère absolu. Cependant, tandis que vos yeux parcourent les symboles, vous éprouvez une étrange sensation de familiarité, comme si vous regardiez la carte des étoiles d'une galaxie inconnue, mais qui obéirait pourtant à des lois universelles. Votre paix intérieure n'est pas ébranlée par le mystère. Au contraire, elle s'en trouve approfondie. Vous n'essayez pas de déchiffrer. Vous savez que c'est une tâche pour des spécialistes, pour toute une vie d'études. Votre main, guidée par l'intuition, glisse simplement sur le texte inconnu. Vous sentez les creux que l'encre a laissés sur le papyrus, la texture des symboles. C'est un acte de communication qui transcende la langue, une manière d'honorer l'esprit qui l'a créé, même sans le comprendre. Vous enroulez le texte à nouveau avec le même soin. En le replaçant sur l'étagère, la vibration subtile semble s'être apaisée. Vous prenez conscience que le savoir possède de nombreuses couches. Il y a la couche que nous pouvons lire et comprendre, et il y a la couche que nous ne pouvons que ressentir. Et parfois, le calme et la sérénité les plus profonds ne viennent pas du fait de connaître la réponse, mais de la capacité à s'asseoir confortablement avec la question. Alors que la nuit s'achève et que votre corps est fatigué, vous recherchez un dernier moment de quiétude avant de vous retirer. Votre routine nocturne relaxante vous mène à l'un des lieux les plus majestueux de la bibliothèque, la grande colonnade extérieure, un couloir à ciel ouvert soutenu par des dizaines de colonnes de marbre qui s'élèvent comme des arbres de pierre vers le ciel. C'est un lieu de transition entre le monde clos de la connaissance et le monde ouvert de la nature. La lune est pleine ce soir, un disque d'argent brillant dans un ciel de velours noir. Sa lumière se déverse à travers les colonnes, créant un spectacle visuel hypnotique. Vous commencez à marcher lentement dans le couloir. À chaque pas, le motif de lumière et d'ombre sur le sol change, comme si vous marchiez sur un échiquier en constante transformation. L'éclat de la lune à travers la colonnade crée des bandes de lumière qui semblent solides, presque comme si vous pouviez les toucher. Vous vous arrêtez à mi-chemin et vous vous appuyez contre l'une des colonnes. Le marbre est froid contre votre dos, un contraste agréable avec la chaleur résiduelle de votre corps. Vous levez le visage vers la lune, sentant sa lumière froide sur votre peau. Il n'y a aucun son ici, à l'exception du bruissement lointain des palmiers dans le jardin et du battement doux de votre propre cœur. Le calme et la sérénité de ce lieu sont absolus, une paix qui semble émaner du ciel même, tandis que vous observez, un nuage fin et translucide commence à passer devant la lune. La lumière diminue progressivement, les ombres sur le sol deviennent plus douces, moins définies. Pendant un instant, le monde perd son contraste net et devient un flou de cendres et d'argent. Le changement est subtil, mais puissant. Vous ressentez une pointe de mélancolie, un sentiment de perte pour la beauté qui s'est évanouie. Mais ensuite, aussi lentement qu'il est venu, le nuage poursuit son chemin. La lumière de la lune revient, d'abord comme une lueur timide au bord du nuage, puis dans sa plénitude totale. Le motif net de lumière et d'ombre réapparaît sur le sol, peut-être encore plus beau qu'avant en raison de sa brève absence. Votre paix intérieure, qui avait vacillé, revient plus forte. Vous réalisez que la beauté, tout comme le bonheur, n'est pas un état constant. Elle vient par vagues et voilée par des nuages passagers. Et peut-être que son intensité se mesure non seulement par son éclat, mais aussi par l'obscurité qui la précède et la succède. L'esprit tranquille n'est pas celui qui vit toujours dans la lumière, mais celui qui apprend à attendre avec patience le retour de l'éclat, sachant que les nuages passent toujours. Avec la lune de nouveau dans sa splendeur, vous restez dans la colonnade, maintenant complètement livré à la beauté de la nuit. Vos yeux s'habituent à l'obscurité et commencent à percevoir les détails les plus subtils du ciel. Au-delà de la lune, des milliers de points de lumière clignotent dans l'immensité. Des étoiles, des constellations, des planètes que les astronomes de cette même bibliothèque ont passé leur vie à cartographier. Vous vous sentez comme le spectateur privilégié d'un spectacle cosmique.
Votre routine nocturne relaxante se dissout dans cet instant. Il n'y a plus de tâches, seulement la contemplation. Vous vous éloignez de la colonne et marchez jusqu'au centre du couloir ouvert, loin des ombres. Ici, le ciel s'ouvre au-dessus de vous dans toute son immensité. Vous vous sentez incroyablement petit, une particule de poussière consciente face à l'infini. La sensation n'est pas celle de l'impuissance, mais de la libération. Toutes les préoccupations de la nuit, la lampe, le papyrus clandestin, l'humidité, les insectes, semblent désormais insignifiantes. Qu'est-ce qu'un rouleau de papyrus endommagé comparé à l'âge d'une étoile? Qu'est-ce qu'un petit secret humain face au mystère de l'univers? L'anxiété se dissipe, non pas parce que les problèmes n'ont été résolus, mais parce qu'ils ont été remis dans leur juste perspective. Le calme et la sérénité viennent de l'acceptation de votre propre petitesse. Puis, un trait de lumière fend le ciel, une étoile filante, une lueur fugace qui ne dure qu'une seconde avant de disparaître. Vous retenez votre souffle, surpris par la beauté éphémère de l'événement. Vous savez, d'après les textes que vous avez lus, que ce n'est qu'une roche qui brûle dans l'atmosphère, mais votre cœur répond par une pointe d'admiration et de désir, comme si c'était un signe, un message juste pour vous. Vous restez là, à regarder l'endroit où la lumière a été, sentant l'immensité du temps. Combien d'autres personnes, au fil de combien de siècles, ont regardé ce même ciel et ressenti ce même mélange d'émerveillement et d'humilité? Rois et esclaves, philosophes et soldats, tous sous le même manteau étoilé. La paix intérieure que vous atteignez enfin est une paix de connexion, d'appartenance à quelque chose de bien plus grand que vous-même. Vous décidez qu'il est temps de partir. La première lueur de l'aube commence déjà à teinter. L'horizon d'un violet pâle. En quittant la colonnade, vous emportez avec vous non seulement le souvenir du ciel étoilé, mais aussi la sensation dans votre corps. L'immensité du ciel ne vous a pas diminué, elle vous a étendu. Vous réalisez qu'être petit n'est pas être insignifiant. C'est faire partie de quelque chose de si grandiose que la seule réponse possible est la gratitude et le silence. L'âme élargie par la vision du ciel. Vous décidez que votre soirée mérite une conclusion plus intime. Vous retournez au scriptorium, non pour travailler, mais pour un acte de plaisir personnel. Vous choisissez un de vos rouleaux favoris de la section de poésie, un texte que vous avez déjà lu des dizaines de fois. C'est un compagnon familier, et la perspective de relire quelques vers est la manière parfaite de terminer votre routine nocturne relaxante. Vous vous asseyez à une table isolée, la lumière de votre lanterne créant un cercle doré d'intimité autour de vous. Vous déroulez le papyrus avec la familiarité de celui qui salue un vieil ami. L'odeur du papyrus et de l'encre ancienne est réconfortante. Vos yeux parcourent les vers connus et un sentiment de calme et de sérénité s'installe en vous. Mais, en arrivant à un passage spécifique, quelque chose attire votre attention. Dans la marge du papyrus, il y a une annotation que vous n'aviez jamais remarquée auparavant. C'est une petite phrase écrite avec une calligraphie différente de celle du scribe original, avec une encre un peu plus foncée. C'est presque un murmure visuel, une voix étrange au milieu d'un chœur connu. Vous vous penchez, le cœur battant un peu plus vite. La notation est courte, une simple question qui défie la certitude du poème. Mais si l'amour n'est pas un dieu, mais plutôt une blessure qui ne guérit jamais? La calligraphie est élégante, mais elle semble avoir été écrite à la hâte, avec une émotion contenue. Vous sentez un frisson. Ce n'est pas une annotation académique, c'est un épanchement. Vous passez doucement le doigt sur l'annotation, sentant la texture de l'encre séchée. Qui a écrit cela? Un lecteur d'un siècle passé? Un autre bibliothécaire lors d'une nuit solitaire comme la vôtre? La découverte transforme soudainement le texte. Le poème n'est plus seulement une œuvre d'art, il est devenu un lieu de rencontre, un espace où deux esprits, séparés par le temps, ont eu un dialogue. L'annotation vous trouble et vous fascine. Elle brise la perfection du texte, mais le rend infiniment plus humain. Vous vous sentez connecté à cette personne anonyme, à cette âme qui a osé questionner la poésie avec sa propre douleur. Votre paix intérieure est remplacée par une empathie profonde, un sentiment de communion avec un inconnu du passé. Vous enroulez le papyrus, mais l'expérience de lecture a été transformée à jamais. Le texte a maintenant un écho, une autre voix qui sera toujours là. Vous réalisez que les livres ne sont pas des objets statiques. Ce sont des lieux vivants qui respirent et changent avec chaque lecteur.
et les marques que nous laissons en eux, que ce soit des annotations dans les marges ou les empreintes dans notre mémoire, sont la preuve que la connaissance n'est pas quelque chose que nous consommons, mais quelque chose avec lequel nous dialoguons, que nous aimons, et parfois avec lequel nous luttons. L'annotation en marge du poème continue de résonner dans votre esprit. Vous ne parvenez pas simplement à ranger le rouleau et à partir. Une force, en invisible, une connexion soudaine avec ce lecteur d'un autre siècle, vous retient à la table. Vous ressentez un besoin pressant d'en savoir plus, de trouver un autre indice sur cette personne anonyme qui a partagé un fragment de son âme avec vous. Votre routine nocturne, qui aurait dû se terminer, se transforme en une enquête silencieuse. Vous commencez à examiner d'autres rouleaux du même poète, cherchant la même calligraphie, la même encre sombre. Votre esprit, auparavant concentré sur la détente, est maintenant vif, analytique. Le calme et la sérénité sont remplacés par une excitation intellectuelle, une chasse au trésor à travers le temps. Un par un, vous déroulez les papyrus, vos yeux balayant non pas les vers, mais les marges, les espaces vides. La lumière de votre lanterne est votre unique complice dans cette quête secrète. Le silence du scriptorium semble plus dense, comme s'il gardait le secret que vous tentez de percer. Après avoir examiné plusieurs rouleaux sans succès, vous êtes sur le point d'abandonner. La fatigue commence à l'emporter sur la curiosité. Vous saisissez un dernier rouleau, un volume de lettres échangées entre le poète et l'un de ses mécènes. En le déroulant, vous sentez votre cœur s'accélérer. La voilà. En marge d'une lettre, où le poète discute de la nature de la douleur, la même calligraphie, la même encre. Mais cette fois, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. La douleur est la preuve que nous avons été vivants, et à côté de la phrase, un petit symbole que vous remarquez à peine. Un monogramme, les initiales d'un nom, entrelacées de façon artistique. Vous tracez le symbole avec votre doigt. Ce n'est le monogramme d'aucun scribe ou philosophe célèbre que vous connaissiez. C'est quelque chose de personnel, de privé. Mais maintenant, vous avez un nom, ou du moins le fantôme d'un. La connexion devient encore plus forte, plus réelle. Vous ne savez pas qui était cette personne, quelle était son histoire. Mais vous avez partagé un moment avec elle. Vous avez touché à ses doutes et à ses certitudes. La solitude de votre veille nocturne se dissipe, comblée par la compagnie de ce lecteur anonyme. Votre paix intérieure revient, non pas comme un état de tranquillité, mais comme un sentiment d'appartenance à une longue lignée de chercheurs. Vous réalisez que nous sommes tous connectés par des fils invisibles de pensée et d'émotion. Chaque livre est une toile, et chaque lecteur y ajoute un nouveau fil. Et parfois, dans une nuit silencieuse, nous avons la chance de sentir la vibration d'un fil tissé par quelqu'un qui a vécu et ressenti les mêmes choses que nous, un siècle auparavant. Le cœur encore réchauffé par la connexion avec le lecteur du passé, vous quittez enfin le scriptorium. La nuit touche à sa fin, et les premières lueurs de l'aube teintent le ciel d'un gris pâle. Vous marchez en direction de la sortie, sentant la fatigue familière, mais satisfait de votre veille. Votre routine nocturne est terminée. En passant devant l'une des grandes fenêtres donnant sur la mer, vous vous arrêtez. Normalement, à cette heure, la ville d'Alexandrie serait encore endormie. Mais cette nuit, quelque chose est différent. Vous entendez un son qui perce le silence de l'aube naissante. C'est le son lointain d'une célébration sur le port, de la musique, des rires et la clameur d'une foule, le tout étouffé par la distance et la brise marine. Vous vous approchez de la fenêtre, curieux. La brise salée caresse votre visage, apportant avec elle l'odeur du poisson, des cordages mouillés et du vin renversé. Vous pouvez voir les lumières des torches danser sur le port, petites flammes de joie dans l'obscurité. Un navire important doit être arrivé, ou peut-être célèbre-t-on une victoire militaire. Le monde extérieur est vivant, vibrant, plein de passions et d'événements que vous ne lirez que dans les rapports du lendemain. Pendant un instant, vous vous sentez séparé de cette célébration. Vous êtes ici, dans le silence et l'ordre de la bibliothèque, tandis que le reste de la ville est plongé dans le chaos de la vie. Une pointe de solitude vous saisit. Le calme et la sérénité que vous cultivez ici à l'intérieur semblent fragiles en comparaison de l'énergie vibrante du monde extérieur. Vous vous demandez si vous manquez quelque chose, si votre vie dédiée aux livres vous a trop isolé. Mais alors, vous regardez vos mains. Elles sont tachées d'un peu d'encre, marquées par le travail de la nuit. Vous pensez à tous les petits actes de préservation que vous avez accomplis.
la lampe préparée, l'humidité contenue, les insectes retirés, la sagesse copiée. Vous pensez à la voix du vieil érudit et à la note du lecteur anonyme. La sensation d'isolement se transforme en un sentiment de dessein. La célébration au dehors est éphémère. Demain, elle ne sera plus qu'un souvenir, peut-être consigné dans l'un des rouleaux que vous aidez à protéger. Mais votre travail, le travail de cette bibliothèque, est ce qui permet à ces souvenirs de survivre. Vous n'êtes pas séparé du monde, vous en êtes le gardien. Votre paix intérieure revient, plus forte et plus claire. Vous réalisez qu'il existe différentes manières de prendre part à la vie. Certains célèbrent sur le port avec de la musique et du vin. D'autres célèbrent en silence, avec de l'encre et du papyrus, s'assurant que les récits de ces célébrations ne se perdent jamais. Avec le son de la célébration au port résonnant encore au loin, vous vous éloignez de la fenêtre. Le choix que vous avez fait il y a de nombreuses années de dédier votre vie à ce lieu se réaffirme dans votre cœur. Vous ne vous sentez plus seul, mais plutôt renforcé dans votre dessein. C'est un isolement conscient, un choix fait au nom d'un devoir plus grand. Vous reprenez votre marche finale vers la sortie, mais vos pas sont différents maintenant. Ils sont plus fermes, plus assurés. Votre routine nocturne relaxante n'était pas seulement une série de tâches. C'était un rituel qui vous a reconnecté avec votre rôle dans le monde. Chaque petit acte d'entretien était un vœu renouvelé pour la cause de la préservation. Vous passez devant l'une des grandes fresques qui décorent les murs de la bibliothèque. Une peinture qui dépeint Alexandre le Grand fondant la ville. La faible lueur de l'aube qui filtre par les fenêtres illumine le visage du conquérant. Son regard semble déterminé, fixé sur un avenir qu'il ne vivrait pas pour voir. Vous vous voyez reflété. Dans cette détermination, bien qu'à une échelle beaucoup plus petite, il a conquis le monde avec l'épée. Vous le protégez avec vos mains soigneuses. Cette prise de conscience apporte une vague de calme et de sérénité. Votre esprit, autrefois partagé entre le silence de votre monde et le bruit du monde extérieur, trouve maintenant un point d'équilibre. Vous comprenez que les deux sont nécessaires. Le monde a besoin de ses héros et de ses célébrations, mais il a aussi besoin de ses gardiens, silencieux, de ses sentinelles nocturnes. En arrivant à la grande porte en chêne qui marque la sortie, vous vous arrêtez et posez votre main sur le bois. Le bois est froid et solide sous votre paume. Vous sentez la vibration du monde extérieur à travers elle, le pouls de la ville qui s'éveille. Vous n'en êtes plus séparés, vous en êtes une partie intégrante, bien qu'invisible. Votre paix intérieure ne vient pas de l'éloignement du monde, mais de la compréhension de votre place exacte en son sein. Vous ouvrez la porte. La première lueur du soleil vous atteint, chaude et prometteuse. L'air frais du matin emplit vos poumons. La célébration au port s'est déjà calmée, remplacée par les sons normaux du début d'un nouveau jour. Vous quittez la bibliothèque et marchez en direction de votre modeste logis. Vous réalisez que le véritable devoir n'est pas un fardeau, mais une ancre. C'est ce qui nous empêche d'être emportés par la marée des distractions et nous maintient fermes dans notre dessein, même quand personne ne regarde. La nuit avance, et votre ronde vous mène à l'une des zones les plus tranquilles et les moins fréquentées de la bibliothèque, l'aile de la poésie lyrique. Ici, les parchemins sont plus petits, plus délicats, et l'air semble plus léger, presque empreint d'un silence musical. Votre routine nocturne en ce lieu est toujours une source de calme et de sérénité, un baume pour l'esprit fatigué. Vous vous asseyez sur l'un des bancs de lecture un instant, vous accordant une brève pause. La quiétude est presque totale, un vide sonore qui invite à une profonde relaxation. C'est alors que vous entendez un son subtil mais clair, le crépitement sec du bois dans un brasero tout proche. Le son est net, sec, un petit craquement qui brise la monotonie du silence. Immédiatement, vous êtes en alerte. Il ne devrait y avoir aucun feu dans cette aile. Les règles sont explicites et strictes pour protéger les fragiles papyrus. L'anxiété remplace la tranquillité, et votre cœur se met à battre plus fort. Vous vous levez, tentant d'identifier l'origine du son. L'odeur de fumée, même légère, n'est pas présente, ce qui vous intrigue et vous inquiète davantage. Le son se répète, craque, plus près que vous ne l'imaginiez. Vous commencez à vous déplacer silencieusement dans le couloir, la lumière de votre lanterne balayant les étagères, à la recherche du moindre signe de danger. Votre esprit s'emballe, imaginant le pire. Un lecteur imprudent qui se serait endormi avec un brasero, un acte de sabotage. La paix intérieure que vous chérissez tant a été brisée par le son d'un simple craquement.
Vous suivez le son jusqu'à une petite salle d'études au bout du couloir. La porte est entr'ouverte. Le cœur battant, vous la poussez lentement. La pièce est sombre, à l'exception du clair de lune qui pénètre par une haute fenêtre. Il n'y a pas de brasero, pas de feu, personne, seulement le silence. Et puis, le son se produit à nouveau, juste devant vous. Crac. Votre regard se pose sur le sol. La lumière de votre lanterne révèle la source du bruit. Un petit tas de branches sèches et de feuilles, rapportées à l'intérieur par un lecteur pour une étude botanique, a été laissé sur le sol. Un scarabée nocturne, grand et sombre, est en train de mâcher l'une des branches, sa puissante mâchoire faisant craquer le bois sec avec une force surprenante. Le soulagement qui vous inonde est si intense que vous avez presque envie de rire. Vous vous accroupissez, observant l'insecte dans son travail diligent. Le son, qui était auparavant une source d'alarme, n'est maintenant que le son de la nature, persistant et indifférent. Vous prenez une feuille de papyrus vierge, guidez le scarabée dessus et le portez jusqu'à la fenêtre, le relâchant dans l'obscurité du jardin. Vous réalisez que l'esprit est un instrument puissant pour créer des scénarios. Et en l'absence d'informations, il choisit presque toujours le plus alarmant. La véritable sérénité, peut-être, est la capacité de suspendre son jugement, jusqu'à ce que l'on puisse voir clairement la source du bruit. La fausse alerte du scarabée lui laissa une sensation résiduelle de vigilance. Le danger, même imaginaire, concentra son esprit sur l'une de ses responsabilités les plus cruciales, la veille contre le feu. Le feu, gardien dans la chaleur de la forge, était l'ennemi suprême partout ailleurs. Sa routine nocturne apaisante se transforma en une patrouille méthodique et concentrée. Vous vous dirigez vers les entrepôts où sont gardées les lampes à huile et les torches. L'odeur d'huile et de cire est forte ici, un arôme à la fois réconfortant et dangereux. Vous vérifiez si chaque lampe a été correctement éteinte, s'il n'y a pas de mèches qui fument encore. Votre main passe sur chaque bec de bronze, sentant s'il y a une chaleur résiduelle. C'est un travail qui exige une pleine attention. Un état qui, paradoxalement, apaise l'esprit en le concentrant sur une unique tâche vitale. À côté des entrepôts, il y a de grandes jarres de sable et des seaux d'eau, la première défense de la bibliothèque. Vous vérifiez les niveaux, vous assurant que tout est prêt pour une urgence. Le simple fait de toucher le sable froid et sec et de sentir le poids du seau d'eau vous donne un sentiment de préparation, de contrôle. Le calme et la sérénité, dans ce contexte, ne viennent pas de la détente, mais de la préparation. Votre patrouille vous mène ensuite aux cuisines, situées dans un bâtiment annexe, pour minimiser les risques. À cette heure, les fours devraient être froids. Vous entrez dans la cuisine sombre et silencieuse, l'air encore imprégné de l'odeur du pain cuit et des herbes mijotées. Vous vous approchez du grand four en argile et posez la main sur sa surface. Il est froid comme la pierre. Un soupir de soulagement s'échappe de vos lèvres. Mais alors, vous remarquez quelque chose par terre. Une traînée de suie, partant de près du four et menant à une petite porte au fond, qui donne sur une réserve de bois. La trace est irrégulière, comme si quelque chose avait été traîné. Une pointe d'inquiétude vous saisit. Vous suivez la trace, votre lanterne éclairant le chemin. La porte de la réserve est entr'ouverte. Vous la poussez et trouvez un jeune acolyte endormi par terre, à côté d'un petit brasero mal éteint, dont les braises luisent encore d'un rouge faible. Le jeune homme, épuisé par le travail de la journée, a probablement essayé de se réchauffer un peu avant d'être vaincu par le sommeil. Avec soin pour ne pas le réveiller, vous prenez une poignée de sable et éteignez les dernières braises. La lueur rouge disparaît, avalée par l'obscurité. Vous couvrez le jeune homme d'un sac de jute vide pour le protéger du froid. Vous ne ressentez pas de colère, seulement une compassion lasse. Vous comprenez que le plus grand danger ne vient souvent pas de la malice, mais de la négligence, de l'épuisement, du simple besoin humain de chaleur. Et être un gardien, c'est aussi être compréhensif, c'est éteindre les braises sans réveiller le rêveur. Après la tension de la veille contre le feu, vous avez besoin d'un contrepoint. Votre ronde vous mène à l'observatoire, une haute tour attenante à la bibliothèque, où le toit s'ouvre sur les étoiles. Ici, l'odeur du papyrus cède la place à l'arôme froid du métal des instruments et à l'odeur presque imperceptible d'ozone dans l'air nocturne. C'est un lieu qui vous connecte non pas au passé de l'humanité, mais à l'éternité du cosmos. Votre tâche ici est simple, couvrir les délicats instruments de bronze pour les protéger de la rosée du matin. Mais avant, vous vous accordez un moment. Vous vous approchez d'une grande table en bois au centre de la pièce. Sur celle-ci, une carte céleste est partiellement dépliée.
laissé par un astronome qui a travaillé tard. Vous dépliez le reste de la carte. Le son du parchemin épais glissant sur le bois est un ASMR historique, un son sec et résonnant. La carte est immense, peinte sur un parchemin d'un bleu profond, presque noir. Les étoiles et les constellations sont peintes à l'encre d'argent et d'or, qui brillent sous la lumière de votre lanterne comme si elles avaient leur propre lumière. Vous passez doucement la main sur la surface. La texture de la carte céleste dépliée est une expérience sensorielle unique. Vous sentez la rugosité du parchemin, la froide douceur de l'encre métallique, les légers reliefs là où l'encre a été appliquée plus généreusement. C'est comme toucher la voûte céleste elle-même, un paysage tactile de soleil et de galaxies lointaines. Le calme et la sérénité qui vous envahissent sont d'une nature différente, une paix qui vient de l'ordre et de la beauté mathématique de l'univers. Vos doigts tracent les lignes qui relient les étoiles, formant les figures mythiques des constellations, le scorpion, le grand chien, le chasseur Orion. Vous ne regardez pas seulement une carte, vous touchez les histoires que les humains racontent depuis des millénaires pour donner un sens à l'immensité. L'anxiété et les petits soucis du monde d'en bas semblent se dissoudre face à cette perspective. Vous remarquez, dans un coin de la carte, une série de calculs complexes, annotés d'une écriture précise. Quelqu'un essayait de prédire le mouvement d'une planète, de tracer son voyage à travers le ciel. C'est un rappel que ce lieu n'est pas seulement un lieu de contemplation, mais aussi de travail acharné, d'une quête inlassable de réponses. Votre paix intérieure s'approfondit, nourrie par l'admiration pour cette quête. À contre-cœur, vous commencez à replier la carte, en suivant les plis déjà marqués, sentant la texture une dernière fois. Vous réalisez que les humains ont deux manières de faire face à l'infini. Nous pouvons nous sentir écrasés par lui, ou nous pouvons essayer de le cartographier. Et peut-être que l'acte de cartographier, de nommer et de mesurer n'est pas une tentative de contrôler l'univers, mais une façon de trouver notre place en son sein, de transformer le chaos effrayant en une beauté compréhensible. Après avoir plié la carte céleste, vous ne pouvez pas résister. La routine nocturne relaxante peut bien attendre encore un peu. Vous montez l'escalier en colimaçon qui mène à la terrasse de l'observatoire, le point le plus élevé de la bibliothèque. En ouvrant la trappe, la brise fraîche de la nuit vous frappe plus fort, et l'immensité du ciel se révèle sans filtre. Vous vous approchez du parapet de pierre, et la ville d'Alexandrie s'étend à vos pieds, un tapis de lumière faible et d'ombre profonde. Mais votre regard est attiré vers le haut, le ciel réel, l'original de la carte que vous venez de toucher. Les mêmes constellations, les mêmes étoiles, maintenant vivantes et pulsantes, dans l'obscurité infinie. Le contraste entre la carte et la réalité vous frappe avec une force inattendue. Là-dessous, sur le papier, les étoiles étaient des points d'encre argentés, fixes et ordonnés. Ici, en haut, elles scintillent, respirent, semblent se mouvoir dans une danse lente et imperceptible. La beauté de la carte était la beauté de l'ordre humain, la beauté du ciel et la beauté du chaos divin. Vous appuyez vos bras sur la pierre froide et contemplez l'immensité. Une sensation de vertige vous envahit. Non pas le vertige de la hauteur, mais le vertige du temps et de l'espace. Contempler les étoiles sur le papier était intellectuel, sûr. Les contempler dans le ciel est viscéral, bouleversant. Chaque point de lumière est un soleil, peut-être avec ses propres mondes, ses propres bibliothèques, ses propres gardiens nocturnes. L'esprit tente de comprendre, mais échoue. Cet échec, cette incapacité à embrasser l'immensité, est étrangement libérateur. Elle dissout l'ego, l'importance que vous vous accordez à vous-même et à vos problèmes. L'anxiété concernant l'avenir, le poids du passé, tout devient poussière d'étoiles. Le calme et la sérénité que vous trouvez ici ne sont pas une paix intérieure fabriquée. C'est la paix qui vient de l'abandon à quelque chose d'infiniment plus grand. Une mouette nocturne crie quelque part en bas, un son solitaire qui vous ramène sur terre. Vous respirez profondément, l'air froid emplissant vos poumons. Le vertige passe, remplacé par une clarté profonde et un sentiment de gratitude. Vous avez eu le privilège de toucher la carte et ensuite de voir le territoire. Vous réalisez que la connaissance, c'est cela. C'est le pont entre la représentation et la réalité. Nous passons notre vie à étudier les cartes, les textes, les théories. Mais la vraie sagesse, celle qui apaise l'âme, n'arrive que lorsque nous osons lever les yeux et faire face au ciel réel, en acceptant que nous ne le comprendrons jamais complètement.
Après le vertige du ciel étoilé, vous descendez de l'observatoire en ressentant une faim et une soif que vous n'aviez pas remarquées auparavant. La longue nuit de travail et les intenses expériences émotionnelles ont eu raison de votre corps. Votre routine nocturne relaxante a besoin d'un épilogue, un moment pour nourrir le corps avant de vous abandonner au sommeil profond qui s'annonce. Vous vous dirigez vers la cuisine attenante, maintenant silencieuse et sombre, avec seulement la lumière de la lune qui entre par la fenêtre. L'air a encore une légère odeur de nourriture, mais c'est l'odeur de l'eau fraîche qui vous attire. Vous prenez une tasse en terre cuite sur une étagère et la remplissez avec l'eau d'un grand pot en céramique. L'eau est froide, et le son de la tasse qui se remplit est le seul bruit dans le silence. Vous buvez une longue gorgée. Le goût de l'eau à l'aube est différent. Il est pur, clair, presque métallique. Elle glisse dans votre gorge sèche. Un soulagement immédiat et primordial. Vous sentez l'eau réhydrater votre corps, éveillant vos sens en douceur. C'est un plaisir simple, mais profond, qui vous ancre à nouveau dans la réalité, dans votre corps. Ensuite, vous prenez un morceau de pain dans un panier en osier. Ce n'est pas le pain frais du matin, mais le pain de la veille, sec et dur. Vous le mordez, et le son croustillant résonne dans la cuisine silencieuse. Le goût est rustique, de grains entiers, sans la douceur du pain frais. Il demande un effort pour être mâché, un travail qui vous force à être présent dans l'acte de manger. Pendant que vous mangez le pain sec et buvez l'eau froide, une sensation de calme profond et de sérénité vous envahit. Ce n'est pas la paix intellectuelle de la philosophie ou la paix sublime du cosmos. C'est la paix de la subsistance, la gratitude pour la nourriture la plus élémentaire. Votre esprit, autrefois rempli de pensées sur le temps, la connaissance et la mortalité, était maintenant concentré sur des sensations primaires, la fraîcheur de l'eau, la dureté du pain, le bruit de la mastication. Vous terminez votre repas simple, vous sentant satisfait d'une manière qu'un banquet ne pourrait jamais offrir. L'anxiété ne survit pas à cette simplicité. La paix intérieure, découvrez-vous, ne réside pas seulement dans les grandes idées, mais aussi dans l'acceptation humble des besoins du corps. Vous réalisez qu'à la fin d'un long voyage, que ce soit à travers les couloirs d'une bibliothèque ou les défis de la vie, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de l'essentiel. Une gorgée d'eau fraîche, un morceau de pain. Et c'est dans ce retour au simple, à l'essentiel, que nous trouvons la force de recommencer le lendemain. Le corps nourri par ce simple repas, vous quittez enfin la bibliothèque. Le soleil se lève déjà à l'horizon, peignant le ciel de couleurs safran et rose. Vous marchez dans les rues tranquilles d'Alexandrie en direction de votre petite chambre, sentant une fatigue lourde et agréable dans vos membres. Votre routine nocturne a pris fin, et le sommeil profond vous appelle. En entrant dans votre chambre, la simplicité du lieu contraste fortement avec la richesse intellectuelle que vous venez de quitter. Il n'y a qu'une natte pour dormir, une petite table et une fenêtre qui donnent sur une cour intérieure, pas de rouleau de papyrus, pas de buste de philosophe, pas de carte céleste. Il y a seulement l'essentiel pour la vie du corps. Vous vous asseyez sur le bord de votre natte et retirez vos sandales. Vos pieds sont sales de poussière et endoloris par la longue marche. Vous les observez un instant. Ce sont des pieds ordinaires qui vous ont porté sur des kilomètres de couloirs en marbre, qui vous ont soutenu dans les moments de tension et d'émerveillement. Ils sont la preuve physique de votre travail. Cette nuit, votre voyage ne s'est pas seulement déroulé dans les couloirs de la bibliothèque, mais à travers les couches de votre propre conscience. Vous avez ressenti le calme et la sérénité de l'ordre, l'anxiété de l'inattendu, l'émerveillement devant le cosmos, et la gratitude pour la simplicité. Au milieu de la richesse de l'esprit, vous avez redécouvert la simplicité du corps. Vous vous allongez sur la natte, et le tissu rugueux contre votre peau est une sensation réconfortante. Vous fermez les yeux, et les images de la nuit défilent dans votre esprit. L'éclat du bronze, le murmure du papyrus, le regard du vieux scribe, l'immensité du ciel. Mais, finalement, tout se dissout dans la sensation physique de la fatigue. Vos muscles se détendent, votre respiration s'approfondit, et la paix intérieure que vous avez activement cherchée toute la nuit arrive maintenant sans effort, comme une marée montante. Vous réalisez que l'esprit peut voyager vers les étoiles, dialoguer avec les morts et percer les secrets de l'univers. Mais à la fin de la journée, il habite un corps qui a besoin de sommeil, d'eau et de pain. Et peut-être que la plus grande sagesse de toutes est d'apprendre à honorer cette dualité, à prendre soin de la maison d'argile qui abrite la flamme immortelle de la pensée.
Votre veille nocturne vous mène cette fois dans l'une des chambres de stockage les plus profondes, un lieu rarement visité. Ici, les parchemins les plus anciens et les plus fragiles sont conservés dans des conditions spéciales. L'air est froid et sec, et l'odeur du papyrus est si ancienne qu'elle n'a presque plus de douceur, seulement l'arôme sec de la poussière et du temps. Votre routine nocturne ici est un exercice d'une extrême délicatesse. Vous examinez une série de parchemins qui ont été récupérés d'une ancienne cité ensevelie. Ils sont incroyablement fragiles, presque en train de se défaire. Votre travail consiste à évaluer lesquels peuvent encore être manipulés pour être copiés, et lesquels doivent être laissés en paix, comme des reliques intouchables. Vous prenez l'un des plus petits parchemins. Il est léger comme une plume dans votre main. Avec un soin qui frise la révérence, vous essayez de dérouler juste le premier bord, pour voir si l'écriture est encore lisible. Mais au moment où vos doigts appliquent la plus légère pression, vous entendez un son qui fait s'arrêter votre cœur. C'est le bruit d'un parchemin qui s'effrite au toucher. Un son sec, cassant, comme celui de feuilles sèches que l'on écrase. Le papyrus, desséché par les siècles, se fragmente sous vos doigts. Une poignée de poussière et de petits fragments tombent sur la table de pierre, emportant avec elle des mots qui ne seront plus jamais lus. Un lourd silence emplit la pièce. Vous regardez les restes du papyrus dans vos mains et sur la table. Le calme et la sérénité que vous ressentiez se transforment en une sensation de perte profonde, presque une douleur physique. Vous, le gardien, venez de devenir un agent de la destruction. L'anxiété et le remords vous envahissent. Ce n'était pas votre faute, la détérioration était inévitable. Mais le sentiment d'avoir été le catalyseur de la fin de ce texte est accablant. Pendant un long moment, vous restez paralysé, à regarder la poussière. Chaque grain semblait être une pensée perdue, une idée, effacée de l'existence. Avec des mains tremblantes, vous prenez un pinceau doux et, avec la délicatesse d'un archéologue, vous commencez à rassembler les fragments dans un petit récipient en argile. C'est un acte inutile en termes de restauration, mais c'est un acte de respect. Des funérailles pour un fragment de savoir. Votre paix intérieure ne revient pas, mais elle est remplacée par une acceptation mélancolique de votre propre impuissance face au temps. Vous réalisez que, malgré tous vos efforts, tout votre dévouement, tout ne peut pas être sauvé. L'entropie est une force implacable. Et être un gardien ne signifie pas avoir le pouvoir de vaincre le temps, mais avoir le courage d'être témoin de ses victoires, et malgré tout, de continuer à mener les batailles qui peuvent être gagnées. La perte de l'ancien rouleau éveille en vous une urgence nouvelle. Le sentiment d'impuissance se mue rapidement en une détermination farouche. Vous ne pouvez sauver ce qui est déjà perdu, mais vous pouvez vous battre pour ce qui demeure. Votre rituel nocturne apaisant se transforme en une course contre le temps pour sauver les mots fragiles qui subsistent encore. Vous vous tournez vers les autres rouleaux de la même collection. Désormais, vous n'osez plus les toucher. Au lieu de cela, vous les examinez avec une intensité nouvelle, la lumière de votre lanterne agissant comme une sonde. Vous recherchez des signes de détérioration avancée, des taches sombres, des bords qui s'effritent, la teinte pâle du papyrus qui signale une perte d'humidité et de souplesse. Votre esprit, jadis empreint de mélancolie, est désormais vif et analytique. Le calme et la sérénité cèdent la place à une concentration intense. Vous identifiez deux autres rouleaux qui semblent se trouver dans le même état critique que le premier. Ils sont comme des patients à l'article de la mort, et vous êtes le médecin qui doit décider s'il reste une lueur d'espoir. La décision est prise rapidement. Ces rouleaux ne peuvent attendre l'évaluation des scribes au matin. Ils requièrent une intervention immédiate. Vous saisissez un plateau de bois doublé de lin doux et, avec un soin infini, vous y déposez les deux rouleaux, utilisant des pinces de bronze pour éviter le contact direct de vos mains. Chaque mouvement est lent, délibéré, comme si vous désamorciez un piège. Le plateau en main, vous entamez une marche hâtive mais précautionneuse à travers les couloirs silencieux. Votre destination est la chambre d'humidification, une pièce spéciale où la vapeur d'eau est libérée de façon contrôlée pour tenter de rendre un peu de leur vie au papyrus desséché. C'est un traitement risqué. Trop d'humidité peut engendrer des moisissures, mais son absence est une sentence définitive. En déposant le plateau à l'intérieur de la chambre et en scellant la porte, vous ressentez un mélange d'espoir et d'anxiété. Vous avez fait ce que vous pouviez. Le reste repose entre les mains du procédé, de la physique et, peut-être, d'un peu de chance.
Votre quiétude intérieure n'est pas entièrement restaurée, mais l'action vous a procuré un certain soulagement. Vous réalisez que la résignation n'est pas la fin de l'histoire, c'est seulement le début d'une nouvelle forme de combat. Lorsque la préservation échoue, la restauration devient le nouveau champ de bataille. Et dans cette course contre le temps, l'espoir n'est pas un sentiment passif, mais une décision active, un pari que vous engagez contre l'inévitable destin de la poussière. La nuit fut longue et émotionnellement éprouvante. Après avoir manipulé la fragilité des papyrus, vous sentez une profonde fatigue s'installer non seulement dans votre corps, mais plus spécifiquement dans vos yeux. La faible lumière de la lanterne, la concentration intense pour lire les notes et inspecter les textes, tout cela a prélevé son tribut. Votre routine nocturne relaxante touche à sa fin, forcée par l'épuisement physique. Vous êtes dans la grande salle de lecture, et les quelques lampes à huile qui brûlent encore semblent plus faibles que d'habitude. Vous vous frottez les yeux, et lorsque vous les rouvrez, votre vision est trouble. Les contours des étagères, les colonnes lointaines, tout semble se fondre en un paysage flou. La flamme d'une lampe proche se démultiplie, dansant comme un essaim de lucioles. Un léger vertige vous saisit. Vous vous asseyez sur le bord d'une table de lecture, fermant les yeux fermement, essayant de forcer le monde à redevenir net. La fatigue oculaire est une sensation particulière, une douleur sourde qui semble venir de l'intérieur de votre tête. C'est un rappel physique des limites de votre corps, un signe que même la passion pour la connaissance a besoin de repos. Lorsque vous rouvrez les yeux, la vue s'améliore un peu, mais elle n'est pas encore nette. Vous regardez un rouleau de papyrus ouvert sur la table, un traité de géométrie. Les lignes droites et les cercles parfaits du diagramme semblent ondulés, comme vus à travers l'eau. Les lettres du texte s'agglutinent, rendant la lecture impossible. Le calme et la sérénité sont inaccessibles lorsque vos propres sens vous trahissent. Vous vous levez et décidez qu'il est temps d'arrêter. Il n'y a plus rien que vous puissiez faire ce soir. Essayer de continuer serait inutile et dangereux. Vous commencez à marcher lentement vers la sortie, en utilisant les murs comme guide, vous fiant davantage à votre toucher qu'à votre vue défaillante. La bibliothèque, qui est normalement un lieu de clarté et d'ordre, est devenue un labyrinthe de formes indistinctes. Cette expérience de vision trouble vous force à réaliser à quel point vous vous fiez à vos yeux, non seulement pour le travail, mais aussi pour votre sentiment de sécurité et d'orientation. L'anxiété que vous ressentez ne concerne pas les dangers de la bibliothèque, mais la vulnérabilité de votre propre corps. Vous comprenez que la clarté n'est pas seulement un état d'esprit, mais une fonction des sens. Et lorsque les sens se fatiguent, l'esprit aussi s'embrume. La paix intérieure, par conséquent, ne peut être atteinte uniquement par l'intellect. Elle dépend fondamentalement du bien-être du corps qui l'abrite. Le repos n'est pas un luxe, mais une nécessité pour celui qui désire voir le monde avec clarté. La vue trouble et le corps réclamant du repos, vous vous forcez à continuer. Votre ronde de nuit n'est pas encore terminée. Il y a une dernière tâche, une qui ne peut être reportée. Votre persévérance doit l'emporter sur la faiblesse physique. La discipline, forgée par des années de répétition, prend le relais là où la force fait défaut. Vous vous dirigez vers la section des registres navals, un endroit près des fenêtres qui donne sur le port. Ici, les rouleaux contiennent des informations cruciales sur les marées, les vents et les routes de navigation. Ces registres doivent être mis à jour quotidiennement sur la base des observations de la veille. C'est un travail qui relie directement la sagesse de la bibliothèque à la vie pratique de la cité. Vous vous asseyez à votre table de travail, la tête lourde. Votre vision est encore floue, mais vous découvrez qu'en fermant un œil, vous parvenez à faire le point un peu mieux, bien qu'avec effort. Vous déroulez le registre du jour et prenez un calame. Vous le plongez dans l'encre et la petite tache sombre sur la pointe semble bouger d'elle-même. Avec une détermination obstinée, vous commencez à copier les données d'une tablette de cire sur le papyrus permanent. Les chiffres et les symboles semblent danser devant vos yeux fatigués. Chaque caractère exige une concentration immense. Votre main tremble un peu, et une goutte d'encre tombe au mauvais endroit, tachant un mot. Une vague de frustration vous envahit, le sentiment que votre propre corps sabote votre devoir. Vous vous arrêtez, respirez profondément. La colère n'aidera pas. Le calme et la sérénité semblent un objectif lointain, presque impossible. Mais alors vous vous souvenez du jeune acolyte endormi dans la cuisine, épuisé. Vous vous souvenez du vieil érudit lisant dans une langue oubliée.
Vous vous souvenez de tous les autres qui, à leur manière, luttent pour maintenir cette flamme allumée. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Cette prise de conscience vous donne une nouvelle force. Pas une force physique, mais une force de volonté. Vous nettoyez la tache d'encre avec soin et continuez votre travail, maintenant plus lentement, avec plus de patience envers vous-même. La paix intérieure que vous trouvez n'est pas la paix de la relaxation, mais la paix de l'acceptation. L'acceptation de vos propres limites et la décision de travailler avec elles, non contre elles. Quand vous écrivez enfin le dernier chiffre, le soleil se lève déjà. Votre vision est un peu plus claire, vous avez réussi. Vous réalisez que la force ne se mesure pas seulement à la capacité d'accomplir de grands exploits, mais à la persévérance pour accomplir de petites tâches, même lorsque le corps refuse. C'est en surmontant sa propre faiblesse que la véritable résilience se forge. Une fois toutes les tâches accomplies, l'épuisement finit par vous submerger complètement. Vous n'avez plus la force de marcher jusqu'à vos appartements. Votre routine nocturne apaisante se termine là où elle a commencé, dans le grand atrium de la bibliothèque. Vous vous adossez à l'une des colonnes massives, glissant jusqu'à vous asseoir sur le sol de marbre froid. C'est ce moment magique de l'aube, le tournant entre l'obscurité totale et les premiers signes de lumière. La ville au dehors, autrefois en fête, est maintenant complètement silencieuse. La brise marine s'est arrêtée. Même les animaux nocturnes semblent s'être retirés. Ce qui reste est un silence absolu, différent de tout ce que vous avez jamais connu. Ce n'est pas seulement l'absence de son, c'est un silence qui a un poids, une texture. Il semble remplir tout l'espace, appuyant doucement contre vos tympans. Vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur ce silence. En lui, vous pouvez entendre le son de votre propre corps, le battement lent et lourd de votre cœur, le flux doux de votre respiration, le faible bourdonnement dans vos oreilles fatiguées. Dans ce silence absolu avant l'aube, le monde extérieur disparaît. Il n'y a que vous et la bibliothèque, les soucis, les petites crises de la nuit. Tout se dissout dans cette quiétude profonde. Le calme et la sérénité que vous recherchez ne sont pas quelque chose que vous devez créer ou trouver. Ils sont, tout simplement. C'est l'état naturel du monde quand tout le reste se tait. Un sentiment de profonde paix intérieure vous enveloppe. Ce n'est pas la paix de la satisfaction ou du soulagement, mais la paix de la pure existence. Vous n'êtes pas un bibliothécaire, pas un gardien, pas un homme fatigué, vous n'êtes qu'une conscience flottant dans cet océan de silence. L'anxiété ne peut survivre ici. La peur n'a rien pour se nourrir. Vous vous sentez connecté à tout et à rien en même temps. Les histoires sur les papyrus, les étoiles dans le ciel, la poussière sur le sol, tout semble faire partie de la même substance silencieuse. C'est un moment de clarté qui ne vient pas de la pensée, mais de son absence. Puis, au loin, très loin, vous entendez le premier chant d'un oiseau saluant l'aube. Le sort est rompu. Le silence absolu se retire, laissant place au son du monde qui s'éveille. Vous ouvrez les yeux. La première lueur du jour illumine l'atrium. Vous réalisez que le silence n'est pas un vide, mais un espace où tout peut se reposer et se ressourcer, avant que le bruit ne recommence. Et avoir la chance d'habiter cet espace, ne serait-ce que pour quelques brefs instants, est peut-être la plus grande récompense de votre travail. Le silence absolu est rompu par le premier chant d'un oiseau, mais vous ne bougez pas. Vous restez assis sur le sol froid de l'atrium, les yeux clos, savourant les derniers instants de cette quiétude. Votre routine nocturne apaisante a trouvé son apogée non pas dans une tâche, mais dans son absence complète. Maintenant que le silence extérieur a été brisé, votre attention se tourne vers l'intérieur. Vous vous concentrez sur le seul son qui est resté constant toute la nuit, votre propre respiration. La perception de votre propre souffle comme unique son devient votre point focal. Vous inspirez, et l'air froid du matin emplit vos poumons. Un son doux, presque comme le bruissement d'un papyrus. Vous expirez, et l'air chaud s'échappe, un souffle presque inaudible. Ce son, si simple et constant, devient votre encre. C'est la musique de fond de votre existence, un rythme qui vous accompagne depuis la naissance. Vous n'y prêtez jamais attention, mais il est toujours là, la preuve la plus fondamentale que vous êtes en vie. Le calme et la sérénité que vous ressentez maintenant ne sont ni grandioses ni intellectuels. Ils sont physiques, viscéraux. Vous commencez à suivre le rythme de votre respiration. Inspirez
Expirez. Chaque cycle est une vague qui lave l'anxiété, qui nettoie les vestiges de fatigue de l'esprit. Les pensées sur ce qui s'est passé la veille ou sur ce que la journée apportera surgissent, mais elles ne parviennent pas à s'ancrer. Elles sont comme des feuilles flottant sur une rivière portées par le courant de votre souffle. C'est la forme la plus profonde de paix intérieure, vous le comprenez. Ce n'est pas quelque chose que l'on cherche à l'extérieur, dans les livres ou dans les étoiles. Elle est là, à l'intérieur de vous, à chaque instant. Un esprit tranquille n'est pas un esprit vide, mais un esprit qui a appris à s'écouter, à trouver son propre rythme. Les sons du monde extérieur commencent à s'amplifier. Le chant d'autres oiseaux, le bruit lointain d'une charrette, les voix des premiers travailleurs arrivant à la bibliothèque. Le monde s'éveille, et avec lui, ses exigences. Mais vous ne vous pressez pas. Vous vous accordez encore quelques cycles de respiration consciente, vous renforçant dans ce centre de quiétude. Quand vous ouvrez enfin les yeux et que vous vous levez, le monde semble différent, plus net, plus vibrant. Le sol en marbre semble plus solide sous vos pieds. Vous réalisez que la plus grande leçon que la bibliothèque vous a enseignée ne se trouve dans aucun de ces milliers de parchemins. Elle se trouve dans le silence entre eux. Et la respiration est le son de ce silence. C'est la seule histoire que vous ayez besoin de lire pour trouver votre place dans l'univers. Votre longue nuit de veille approche de sa fin. Vous êtes dans la cour intérieure, au même endroit où, des heures auparavant, vous avez entendu le lent goutte à goutte de l'eau sur la pierre. Maintenant, la cour est plongée dans une pénombre grise, ce moment de transition qui précède le lever du soleil. Votre routine nocturne relaxante est sur le point de se terminer. Vous vous asseyez sur un banc de pierre, sentant le froid de la surface à travers votre tunique. L'air est immobile, chargé de l'odeur de la terre humide et du parfum subtil des fleurs nocturnes. Le silence est presque complet, une toile blanche attendant le premier son du jour. Et puis il arrive. Le premier chant d'un oiseau à l'extérieur. Ce n'est pas un chœur, juste une seule voix, claire et mélodieuse, qui fend le silence comme une flèche d'argent. C'est un son si pur, si plein d'une joie simple, qu'il résonne en vous. Vos yeux qui étaient fermés s'ouvrent. Le son semble réveiller le monde. Peu à peu, d'autres voix se joignent à la première, créant une symphonie matinale. Chaque oiseau avec son propre timbre, sa propre mélodie, mais tous chantant en harmonie. Vous devenez un auditeur captif de ce concert privé, l'un des plus beaux sons pour s'endormir, ou plutôt, pour s'éveiller. Le calme et la sérénité que vous ressentez ne sont pas ceux du silence, mais ceux de la vie qui recommence. C'est un rappel que, peu importe combien la nuit est longue ou sombre, le jour revient toujours. La lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. L'anxiété qui a pu s'accumuler durant la nuit se dissipe avec chaque note chantée. Vous pensez à tous les textes que vous avez lus sur les présages et les augures. Certains diraient que ce chant est un bon signe pour la journée qui commence. Mais pour vous, ce n'est pas le signe de quelque chose à venir. C'est la chose elle-même. C'est la beauté du présent, la célébration de l'instant. Votre paix intérieure ne dépend pas d'interprétation, mais de la simple capacité d'écouter et d'apprécier. Le ciel commence à s'éclaircir à l'est, et les couleurs de l'aube peignent les nuages. Le chant des oiseaux atteint son apogée. Une explosion de vie et d'énergie. Vous vous levez, vous sentant partie prenante de ce renouveau. Vous réalisez que la nature a ses propres rituels, aussi anciens et importants que ceux de la bibliothèque. Et le premier chant d'un oiseau est l'un des plus sacrés. C'est un appel à l'éveil, non seulement du sommeil, mais à la beauté qui nous entoure. Une beauté qui existe indépendamment de nos soucis et qui est toujours là, attendant d'être entendue. Avec le chant des oiseaux et la lumière de l'aube remplissant la cour, vous savez que votre service est terminé. Vous retournez à l'atrium principal, désormais baigné d'une douce lumière dorée. Les premiers bibliothécaires et scribes du service de jour commencent à arriver, leur voix basse et le froufrou de leur tunique brisant le silence de la nuit. Vous vous dirigez vers la sortie, et votre remplaçant, un homme plus jeune aux yeux pleins d'énergie, croise votre chemin. Vous n'échangez pas de mots, ce n'est pas nécessaire. Juste un bref hochement de tête, un regard de reconnaissance mutuelle. Dans ce simple geste s'opère le passage du témoin invisible. La responsabilité de la sécurité et de l'ordre de la bibliothèque passe de vos mains fatiguées aux siennes, fraîches et prêtes.
En le voyant commencer sa propre routine, vérifiant les mêmes choses que vous aviez vérifiées des heures auparavant, un sentiment de continuité vous envahit. Vous n'êtes pas un individu isolé. Vous êtes un maillon d'une chaîne ininterrompue de gardiens. La bibliothèque ne dépend pas d'une seule personne, mais du dévouement collectif de beaucoup, au fil des jours et des nuits. Le calme et la sérénité que vous ressentez maintenant sont différents. Ce n'est pas la paix de la solitude, mais la paix de la collaboration, de l'objectif partagé. Votre esprit, autrefois concentré sur vos propres tâches et préoccupations, s'élargit maintenant pour inclure le travail des autres. Vous avez confiance qu'il fera de son mieux, tout comme le gardien de la nuit précédente a eu confiance en vous. Vous vous arrêtez un dernier instant à la porte, regardant en arrière. La grande salle pulse maintenant d'une douce énergie. Des gens se déplacent entre les étagères, des rouleaux sont déroulés, le travail de la connaissance reprend. Votre veille nocturne a permis à cette journée de commencer en toute sécurité et dans l'ordre. Votre paix intérieure s'approfondit avec la satisfaction du devoir accompli. En sortant sous le soleil du matin, vous vous sentez partie prenante de quelque chose de bien plus grand que vous-même. Un organisme vivant, fait de papyrus, de pierres et de personnes, qui respire au rythme des cycles du jour et de la nuit, de l'activité et du silence. Vous réalisez que la véritable immortalité ne réside pas dans le fait d'avoir son nom inscrit sur un rouleau, mais dans le fait de participer à un effort qui transcende votre propre vie. Et dans ce passage silencieux du témoin, vous trouvez non seulement la fin de votre service, mais la réaffirmation de votre place dans le monde. Finalement, vous arrivez dans votre propre chambre. Le soleil est déjà haut, mais les volets en bois maintiennent la pièce dans une pénombre fraîche et accueillante. Votre corps aspire à un sommeil profond, et votre esprit, après une nuit de tant de rebondissements, cherche le vide du repos. Votre routine nocturne relaxante atteint son véritable et ultime rituel. Sur une petite table en bois, une unique lampe à huile brûle encore, sa petite flamme dansant doucement. Vous l'avez gardée allumée pour éclairer votre retour. Maintenant, il est temps de l'éteindre. Vous vous approchez, et la chaleur de la flamme effleure votre visage un dernier instant. Vous prenez le petit éteignoir en bronze. Le métal est froid dans votre main. Vous hésitez un instant en observant la flamme. Elle est petite, fragile, mais vivante. Durant toute la nuit, la lumière a été votre compagne, votre outil, votre défense contre l'obscurité et l'inconnu. L'éteindre semble être un acte final et irrévocable, la véritable fin de votre voyage. D'un mouvement lent et délibéré, vous couvrez la flamme avec l'éteignoir. La lumière disparaît instantanément, sans fumée, sans bruit. La pièce plonge dans une obscurité presque totale, avec seulement de fins filets de lumière du jour filtrant à travers les fentes des volets. L'odeur de la mèche brûlée, un arôme âcre et final, flotte dans l'air un instant avant de se dissiper. Vous vous abandonnez à l'obscurité. Vos yeux, habitués à la lumière de la lanterne, mettent du temps à s'adapter. Vous n'essayez pas de les forcer. Au lieu de cela, vous faites confiance à vos autres sens. Vous entendez le bruit lointain de la ville, sentez la texture de votre natte sous vos pieds, l'air frais sur votre peau. L'absence de lumière aiguise le reste de votre perception. Le calme et la sérénité qui vous envahissent sont la paix de l'abandon. Vous vous allongez, et l'obscurité vous enveloppe comme un manteau. L'anxiété n'a pas de forme auquel s'accrocher, pas d'ombre où habiter. L'esprit, sans stimuli visuels, s'apaise enfin. La paix intérieure que vous trouvez ici est la paix du ventre maternel, du repos absolu, du retour au commencement. Vous réalisez que nous passons notre vie à chercher la lumière, la connaissance, la clarté. Mais peut-être que le repos le plus profond, la récupération la plus complète, n'advient que lorsque nous avons le courage d'éteindre la dernière flamme et de nous livrer avec confiance à l'obscurité, sachant qu'après elle, la lumière reviendra toujours. Dans l'obscurité de votre chambre, enveloppé par le silence, vous vous préparez au sommeil. Le jour, dehors, bat son plein, mais pour vous, c'est la nuit. Votre cycle est celui de la lune, non celui du soleil. Tandis que vous vous installez sur votre natte, les souvenirs de votre ronde nocturne flottent dans votre esprit, non comme des soucis, mais comme les échos lointains d'un périple achevé. Vous sentez le poids de votre corps contre la natte, chaque muscle se détendant, libérant la tension accumulée. Votre respiration, qui était autrefois votre ancre, devient maintenant la barque qui vous emporte vers l'océan du sommeil profond. La fatigue n'est plus un fardeau, mais une invitation, une promesse de repos et de récupération.
Dans cet état de transition entre la veille et le rêve, vous faites une promesse silencieuse. Non avec des mots, mais avec une intention qui semble émaner de votre être le plus profond. C'est la promesse de revenir la nuit suivante, de vous lever lorsque le soleil se couchera, d'allumer votre lanterne et de parcourir à nouveau les couloirs silencieux de la grande bibliothèque. Cette promesse n'est pas le fardeau du devoir, mais un acte d'amour. C'est la réaffirmation de votre engagement envers ce lieu, envers les voix qui l'abritent et envers le but qui donne un sens à votre vie. Le calme et la sérénité qui vous emplissent à présent sont la paix de celui qui connaît sa place dans le monde, de celui qui a un chemin à suivre. L'anxiété face aux dangers que la nuit prochaine pourrait apporter n'existe pas. Vous savez qu'il y aura de nouveaux défis, une nouvelle lucarne ouverte, un nouveau rouleau, clandestin, une nouvelle menace d'incendie ou d'humidité. Mais vous savez aussi que vous serez là pour y faire face. Votre paix intérieure ne repose pas sur l'espoir d'une nuit sans problème, mais sur la confiance en votre propre capacité à les gérer. Les dernières images dans votre esprit avant de vous endormir sont celles des couloirs vides, baignés par la lumière de la lune. La bibliothèque vous attend. Elle attend toujours. Vous prenez conscience que la vie n'est pas une ligne droite, mais un cycle de veille et de sommeil, de travail et de repos, de lumière et d'obscurité. Et la véritable tranquillité n'est pas d'échapper à ce cycle, mais de l'embrasser pleinement. C'est faire son travail avec tout son être, puis s'abandonner au repos avec la même plénitude, en faisant la promesse silencieuse de revenir le moment venu. Et sur cette promesse, vous vous endormez.